J'ai hérité d'un nom, mais c'est tout. C'est un scandale qui reste rien, parce que mon père avait vraiment construit un empire. On lui a détruit. Il a fallu que je rebâtisse moi, complètement de zéro. J'ai compris comment avait fait mon père pour passer de zéro à être dans le top 10 des fortunes françaises en 7 ans. Parce qu'il est beaucoup plus facile, je dis pas que c'est facile, mais à choisir, c'est plus facile de redresser une entreprise en difficulté et de gagner beaucoup comme ça, que de gagner beaucoup en créant une boîte de zéro. L'entrepreneuriat, ça laisse pas de place à l'amateurisme ou à la nonchalance. Je les ai prévenus. J'ai dit voilà, maintenant il va falloir, comme on dit, se sortir les doigts. Hein. On n'est plus dans une banque. La boîte, elle perd 3 millions. On recrée de la torpille, 100A comme centième anniversaire, avec le même objectif d'établir le record du monde de vitesse sur route. Et je peux garantir qu'on va le faire. Parce que la barrière pour le faire, c'est le pneu. Et c'est celui qui a le pneu qui résiste le plus qui peut faire le record. Okay. Et les meilleurs au monde, c'est Michelin. Et Michelin, ils ont signé avec Delage. J'annonce pas encore de vitesse, mais ce sera au-dessus de 500 km. Je jouais avec un fonds de roulement qui était en centaines de milliers d'euros tous les ans. Les gros paris, c'était 70, 80 000 euros, et les petits paris, c'était des paris à 1000 euros, 1500 euros. Statistiquement, quand t'as des mauvais attaquants, t'as beaucoup moins de buts. Si t'as beaucoup moins de buts, t'as plus de matchs nuls. Et le match nul emmerde tout le monde. Parce que quand t'as un Paris-Marseille, le Marseillais joue sur Marseille, le Parisien joue sur Paris, t'as personne qui joue sur match nul. Mais en pondérant les mises que tu mets par rapport aux cotes, mais en misant que sur le match nul, je faisais 12% de rendement mensuel. T'as pas un placement. Ça en ferait rêver plus d'un. Et bien sûr, t'as aucun placement financier qui donne ça. Génial. Les vrais entrepreneurs, ceux qui ont scalé, vendu ou planté leur boîte, te partagent chaque jour les hauts et les bas de leur parcours, les moments clés de leur aventure. Tu peux tout suivre sur Feuille Blanche Média, sur YouTube ou en podcast sur les chaînes Cash Out, 40 nuances de Next et Planté. La vraie vie des entrepreneurs, c'est sur Feuille Blanche Média et ça se passe ici. Feuille Blanche. Je rêvais de faire cet épisode avec lui, mais avant ça, je voulais vous parler de son père. Bernard Tapie a laissé une trace, un héritage, une flamme, une envie, un style qui a inspiré et inspire encore des milliers d'entrepreneurs. Sa vie est le symbole des montagnes russes que peut vivre un entrepreneur, un symbole de la vie tout court. Quand on a un nom, il faut se faire un prénom. Et quand on est le fils de Bernard Tapie, il faut faire résonner son prénom, Laurent. C'est ce qu'il a fait au fil du temps avec des succès, des échecs, aussi une flamme d'entrepreneur qui l'a amené à créer de multiples entreprises, à en céder certaines. Je crois qu'on est à 4. Laurent Tapie, ravi de t'avoir avec nous. Moi aussi Thomas. Ravi de te retrouver. Sacha. Hello Thomas, Sacha hello Laurent. Doliner. Hello Sacha. Bienvenue Laurent. Neumann. Merci. On commence pas un cash out sans musique et pour nous parler de toi, de ta flamme d'entrepreneur, tu es parti avec Hawk Nelson, Sold Out. J'enlève la veste. Cause I'm on a mission and I won't quit now. In a world full of followers, I'll be a leader. In a world full of doubters, I'll be a believer. I'm stepping out without a hesitation, because the battle's already been won. I'm sold out. I'm no longer living just for myself, running after Jesus with my whole heart. And now I'm ready to show I am sold out. I'm sold out with every single step that I take now. L'avantage de la musique, c'est que c'est toujours très personnel. Exact. On peut aller chercher ce que veut dire le titre, on peut aller chercher l'énergie, on peut aller chercher beaucoup de choses. Moi, je veux savoir, pourquoi tu as choisi celle-ci. Si tu écoutes les paroles, je crois pas que je connaisse une chanson qui s'apparente mieux à l'entrepreneuriat. I'm on a mission and I won't quit now, I won't sit down, I won't back out. Tout ça, c'est la détermination de l'entrepreneur dans cette chanson. Entrepreneur, ça fait 20-30 ans maintenant Ouais, l'année prochaine, ça fera 30 ans. Ouais, je parlais de ton père en introduction et évidemment, on va pas faire toute l'émission sur ton papa parce que ton histoire, c'est celle qui nous intéresse particulièrement, mais néanmoins, on aime bien comprendre les moteurs qui font l'entrepreneur. Je disais, quand on a un nom, il faut savoir se faire un prénom, d'autant plus
quand on prend à peu près les mêmes trajectoires. C'est vrai. Mais j'ai jamais été dans cette recherche d'essayer de me faire un prénom. Je conçois qu'il est difficile de porter un nom fort parce qu'effectivement, tu es souvent présenté comme le fils de, comme si on gommait ton identité propre et que c'est difficile pour beaucoup de gens. Ça ne l'a jamais été pour moi. Je pense que quand tu as un bon équilibre de vie, que tu reçois beaucoup d'amour de tes parents, t'as pas besoin de te faire un prénom. Et d'ailleurs, jusqu'à tardivement dans ma vie, je pensais pas faire de l'entrepreneuriat. J'étais pas parti pour faire ça. Je voulais être astrophysicien quand j'étais petit. Ensuite, je voulais être pianiste. Ensuite, je voulais être footballeur professionnel. Et c'est parce que j'ai été trop mauvais dans chacune de ces activités. C'est souvent, tu sais, l'entrepreneuriat, ça vient souvent par défaut. Celui qui dit, bon, je suis pas bon pour les études, je suis pas bon pour ci, je suis pas bon pour ça, on va tenter de faire une boîte. Je connais. Bon, et ben voilà. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont, et en particulier aujourd'hui, on est dans une société qui va tellement mal que tu vas avoir de plus en plus de monde qui vont dire, bon, le seul moyen de m'en sortir, c'est par moi-même de faire une boîte. Et tant mieux pour l'entrepreneuriat, ça. C'est le meilleur ascenseur social. C'est clair. C'est clairement le meilleur ascenseur social, sauf la vie artistique ou la vie sportive, mais avec un aléa extrêmement fort, peut-être encore plus important, fort. Ouais. Exactement. Donc, tu vois, je n'étais pas forcément prédestiné à ça, ou je ne pensais pas qu'il fallait absolument que je fasse de l'entrepreneuriat comme mon père. C'est venu, au départ, c'est venu parce que je trouvais pas de stage en école. Et que en deuxième année à Subdeco Paris, je ne pouvais pas valider ma deuxième année sans stage. À cette époque-là, on était en 96, mon père était sur le point d'aller en prison. Donc, c'est pour ça que les portes étaient fermées, parce que j'ai dit les un peu portes étaient totalement fermées. Je m'appelle Laurent Tapie, je trouve pas de stage en entreprise. Ouais. Quand tu me l'as dit tout à l'heure, je suis là, j'aurais eu aucune difficulté si les entreprises avaient été dans des secteurs autres que la finance. Mais j'étais en majeure finance à Subdeco Paris, et ce qu'on attend normalement, c'est que tu fasses un stage en banque ou en fonds d'investissement, enfin dans un institut financier. Et moi, je ne trouvais personne qui m'accorde un stage. Donc à un moment, c'est l'école qui m'a dit, on va avoir un problème avec vous, on ne pourra pas valider votre deuxième année s'il n'y a pas un stage. Et je leur ai dit, mais oui, mais je fais tout ce que je peux, personne ne me donne de stage. Et là, j'ai eu cette idée d'être stagiaire de ma propre entreprise, parce qu'un copain, quelques jours avant, m'avait proposé, non, lui, il n'avait pas fait d'études ou quoi, mais c'est un copain du foot, parce que j'ai toujours été passionné de foot, ça pour le coup, et il me dit, viens, on monte une boîte qui propose des tournois de foot pendant l'été, pour les gens comme nous qui n'ont plus leurs copains et qui sont plus assez nombreux pour jouer. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, ça, mais pas plus que ça. Et ça a fait tilt quand l'école m'a dit, débrouillez-vous, mais trouvez-vous un stage. Et je leur ai dit, est-ce que je peux être stagiaire de ma propre entreprise ? Et ils ont dit, on va en parler. Et puis ils m'ont dit d'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Alors, cette boîte, tu l'as ni vendue, ni plantée. Tu l'as arrêtée, ça s'appelait Reeboxis. C'est ça. Parce que son activité était saisonnière. C'était pendant les 2 mois d'été, de faire des tournois de foot. La première année, grand public. Et la deuxième et troisième année, puisque je l'ai fait 3 ans d'affilée, c'était là, plus grand public, mais destiné aux entreprises, en particulier au comité d'entreprise des grosses entreprises, où c'était beaucoup plus rémunérateur, parce que je vendais beaucoup plus cher la participation. Et on a très bien gagné avec mon ami italien Leonardo et moi, on n'était que 2 sur ce projet. Mais voilà, c'était un truc que je faisais l'été alors que je finissais mes études. J'avais pas vocation à poursuivre ça après. Et puis voilà, j'ai fini mon année scolaire Subdeco Paris, je suis allé chez McKinsey et ensuite j'ai entrepris plus tard. Reeboxis parce que le principal sponsor était Reebok. Ouais. En termes de branding, fallait pas se planter parce que ton sponsor te lâche, t'as encore la marque et ils se l'ont offerte. Bon, en l'occurrence, j'étais dans les bonnes années. J'étais dans les bonnes années puisque j'étais dans les années où Reebok justement essayait de se faire un nom dans le foot et avait besoin de communiquer. Donc ça a été facile de les convaincre. Et moi, j'ai arrêté les tournois en 98 et je crois que Reebok s'est totalement retiré du football en 99 parce qu'ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas. Il y avait une trop forte présence d'Adidas et de Nike. Et voilà, donc j'ai profité de ces belles années-là. Tiens, j'ai une petite anecdote marrante d'ailleurs sur le sujet. On aime bien. Jean-Marc Gaucher, qui était le président de Reebok Europe, un mec que j'ai adoré, qui est décédé il y a 2 ans, il avait remonté Repetto aussi, un super chef d'entreprise, m'avait dit à l'issue des tournois qu'il avait vachement aimé ce qu'on avait fait et m'avait commandé une mission de marketing pour Reebok, en me disant t'es assez créatif, imagine ce que tu ferais à ma place si tu voulais faire connaître Reebok dans le foot. Et je lui ai vendu ma mission 35 000 francs à l'époque. J'avais à cette époque-là 22 ou 23 ans. J'étais super content de prendre 35 000 francs à 22-23 ans. Et ce que je lui ai proposé, c'est de créer des tournois dans la rue. Et ça s'appelait le Reebok Street Soccer. Il a adoré l'idée. Il est allé aux États-Unis
Ils lui ont dit non, en fait, on ne fera pas parce que on va plus, se retirer à terme du football, c'est trop dur. Mais on va adapter cette idée au basket. Et ils ont créé le Reebok Street Basket, qui a été un carton monumental. C'était ma mission à 35 000 francs. J'adore. Et quand j'ai vu le carton que ça a fait aux États-Unis, j'ai dit mais pourquoi j'ai vendu ça que 35 000 francs quoi. Et depuis ce jour, il ne fait plus une mission à ce prix-là. Exact. Très, très rapidement, mais il faudra te faire revenir pour raconter tes 1000 vies d'entrepreneur. Mais pendant un moment, tu vas être parieur sportif professionnel. Pendant 10 ans, ouais, de 98 à 2008. Avec des convictions que tu t'es faites sur ce métier ou c'est un métier tu avais génial. juste les bons tuyaux? Non, ça marche pas par les tuyaux. C'est très rare que tu aies des bons tuyaux. Tu peux en avoir un peu dans le tennis féminin, mais sur le reste, c'est de la connaissance. Il faut vraiment suivre le sport et le connaître. Et à ce moment-là, tu as une vision plus fine que le marché qui parie un peu, pour beaucoup, un peu au hasard. Tu vois, enfin, il y a plein de gens, ils parient simplement sur l'équipe qu'ils aiment, sans réfléchir est-ce que c'est un bon pari ou pas, parce qu'ils mettent des petites sommes. Le parieur moyen, français en particulier, il met 20 € par pari. Ça met combien un parieur pro? Moi, je jouais avec un fonds de roulement qui était en centaines de milliers d'euros tous les ans. Avec des paris, les gros paris c'était 70, 80 000 € et les petits paris c'était des paris à 1 000 €, 1 500 €. Mais c'est pas de l'intuition. Ah non, c'est complètement réfléchi, c'est pas C'est d'intuition. une question de vista. Ah il y en a aussi. À un moment, si tu sens qu'une équipe, elle est mal cotée et que ça vaut le coup de jouer dessus, ça c'est de l'intuition. Donc il y a une partie des paris qui était, comme tu dis, un peu intuitif. Moi, je préfère dire que c'est analytique qu'intuitif, parce que c'est quand même sur ta connaissance des forces en présence que tu te fais ton jugement. Et puis il y a une partie qui était purement statistique. Voilà, il y a des niches. En 2006, le championnat de France était nul. Il y avait très peu de bons attaquants. Donc statistiquement, quand tu as des mauvais attaquants, tu as beaucoup moins de buts. Si tu as beaucoup moins de buts, tu as plus de matchs nuls. Et le match nul emmerde tout le monde. Parce que quand tu as un Paris-Marseille, le Marseillais joue sur Marseille, le Parisien joue sur Paris, tu n'as personne qui joue sur match nul. Donc tu as un phénomène qui fait que toutes les cotes du match nul sont surcotées. Parce que les deux autres sont basses. Et donc, quand tu jouais en 2006 tous les matchs nuls, en pondérant avec la cote, t'as pas la même probabilité d'un match nul quand le PSG joue contre le Havre que quand c'est Rennes et Strasbourg. Bon, mais en pondérant les mises que tu mets par rapport aux cotes, mais en misant que sur le match nul, je faisais 12% de rendement mensuel. T'as pas un placement Ça en ferait financier. rêver plus d'un. Et bien sûr, t'as aucun placement financier qui donne ça. Génial. Et j'avais même essayé, parce que quand j'ai ensuite fait Live Betting, ma société de paris sportifs, les Français qui avaient investi dans cette société voyaient, pour améliorer les profits, je prenais des positions comme ça. Ils voyaient les profits que je faisais, ils m'ont dit, mais viens, on monte un fonds à 100 millions. Avec Ah les oui, profits que tu c'est fais. ce que j'allais te proposer, Laurent. Ben oui, mais tu ne peux pas le faire parce que malheureusement, il n'y a pas la profondeur de marché. C'est-à-dire que tu es limité assez vite dans les plafonds des paris. Surtout à l'époque, le championnat de France, il y avait très peu de parieurs sur le championnat de France. Donc le pari que je t'ai cité du match nul sur le championnat de France, quand tu essayais de mettre plus de 2 000 ou 3 000 € par match, tu n'y arrivais pas. T'es arrivé au plafond de ce qu'acceptaient les bookmakers. Ouais. Sinon, mais j'aurais bien sûr fait ça, parce que les rendements que je faisais dans le pari sportif, je les aurais montés en fonds d'investissement, j'aurais cartonné. Mais voilà, ce problème de profondeur de marché ne le permettait pas. Mais finalement, tu vas créer des boîtes. Donc, je ne sais pas si c'est exactement dans l'ordre, mais tu vas lancer Frigol, qui va être vendu en 2002. Exact. Au groupe de presse Foot Édition. Ouais. Ensuite, si je dis pas de bêtises, c'est IST. Non, Ouais. IST, c'est plus tard. C'est juste après. Alors, c'est après la session d'Atlas Sports Game, Voilà, site de live betting, vendu au groupe Partouche. exact. Ok. Mm. Maintenant, c'est IST. Il y a eu plusieurs en simultané. Il y a eu BLT Développement, IST, HRE Argent, BC Finance. Tout ça a été lancé à peu près les mêmes années. Et revendu, donc tac, tac, tac. HAOR a été revendu et BC Finance a été revendu. Et IST s'est planté. en fait, je voulais m'arrêter Voilà. là-dessus pour rappeler que la trajectoire d'un entrepreneur n'est pas faite que de succès, Non, qu'elle ne se fait exactement. pas en un claquement de doigts, que si on est ici dans Cash Out, c'est évidemment pour raconter une sortie, en l'occurrence la dernière, BC Finance vendu au groupe Crédit Agricole. Ah non, Pardon. j'ai Ah, acheté à Crédit Agricole et Et j'ai vendu revendu à à Assu. Assu 2000. Pardon. Voilà. Oui, parce que BC Finance, c'était un retournement. C'est la première fois de ma vie que j'avais fait ça, c'est-à-dire le métier que faisait mon père, c'est-à-dire prendre une société qui ne marche pas pour en faire une société qui marche. Alors que toutes celles d'avant, c'était des sociétés que j'ai créées ex nihilo, des startups. Et pour parler de ce moment, et là on va vraiment rentrer dans le détail de la revente à Assu 2000, et pour ça on part avec, tiens donc,
On l'adore celui-là. Eminem, Lose Yourself, pour nous parler du jour du signing. Tu la connais par cœur maintenant, on est d'accord. Je la connaissais par cœur avant aussi. Je te fais le coup à chaque fois. Mais je ne chante pas. Oh. Look, if you had One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted in one moment. Will you capture it Tu chantes? or just let it slip? yo, Some are sweaty. I'm heavy. And it's sweater already. Oh, Looks spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. The go down the goes so loud he opens his mouth, but the word won't come out. Choking now. Everybody's joking now. Time's out. Over. Blow. To reality. Up there goes gravity. Up there goes gravity. Up. he's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He Knows. knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better lose itself in The music, the moment you own it, you better never let it go. One shot. Do not miss your chance to blow. blow. This opportunity comes once in a lifetime. yo. lose itself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better On s'en lasse pas. Intemporel. Ah purée. Alors le jour du signing, donc c'est celui où tout va se jouer, t'as un avant, un après, et t'arrives avec ce mood-là. Ouais. Tu écoutes là aussi les paroles. Hein. If you had one shot, one opportunity, will you seize it or let it slip? C'est ça. C'est. Il n'y en aurait pas une deuxième. Si on projette sur ce deal, peut-être En que réalité, je pense que si j'avais pas vendu à Sud 2000, j'aurais peut-être pu vendre à quelqu'un d'autre. Mais bon, le deal était très bien, me satisfaisait pleinement. Et c'est vrai que bon, il faut bien le reconnaître, dans la vie d'un entrepreneur, il y a le jour de la session, quand c'est une belle sortie, t'es content. Hein, t'es content des efforts que t'as consacrés. Et alors, voilà. toi qu'on a vendu plusieurs, et on va faire des petits parallèles quand même si j'ai dit qu'on rentrerait pas dans le détail de chacune des ventes. Quelle est la plus excitante? C'est la première. Non, Non. La plus excitante, c'est celle-là, parce que c'est la plus grosse. C'est une question de montant et, Ah ouais, il y a quand même une question de montant. et derrière le premières, montant, c'est quoi? C'est l'ego, c'est de se dire je Oui. peux arriver là Oui, et oui. j'en suis capable. Oui, complètement, ouais. Ouais. Bah, tu sais, tu passes les étapes dans la vie. Surtout que moi, j'ai hérité d'un nom, mais c'est tout, parce que les gens savent bien que t'as eu les dettes aussi. malheureusement, il reste rien. Et c'est, on pourrait faire une émission entière là-dessus. C'est un scandale qui reste rien, parce que mon père avait vraiment construit un empire et qu'on on lui a détruit. C'est pas autre chose. Donc il en reste rien, il a fallu que je rebâtisse moi, complètement de zéro. Et puis bah, tu as le stade où pour la première fois tu fais un exit à plus d'1 million, Ouais. où tu deviens millionnaire. Puis tu as l'exit qui est à plus de 10 millions, où là c'est à 2 chiffres. Et bon, tu as quand même une excitation, hein, il faut bien le reconnaître. Alors, souvent, vas-y, pardon Sacha, mais juste sur le montant, c'est là-dessus que tu voulais aller. Non, vas-y, je t'en prie. Mais alors, souvent, les entrepreneurs ne peuvent pas communiquer. J'imagine que c'est le cas pour toi. Sur les montants de session, moi, j'ai comme info entre à 2 chiffres déjà, entre 15 et 30. Ouais, bah t'es dans une bonne fourchette, Ok. c'est ça. C'était quoi les métriques sur ce marché? Bah, sur ce marché, t'es dans des métriques assez classiques qui sont t'as un métrique qui est un pourcentage de ton volume d'affaires et t'as un métrique qui est ton multiple de résultats nets, quoi. Ok. Et Les résultats nets à l'époque? bah, le résultat net, quand on le vend, on fait 3 millions et ce genre de boîte-là, mal vendu, c'est 4-5 fois le résultat net et bien vendu, c'est 10 fois le résultat net. Donc, t'es entre les deux. C'est Et exactement. t'as bien t'es vendu? Je suis plutôt un bon vendeur en général. mais bon, j'ai moyennement bien vendu, on va dire. Ok. Voilà. Donc voilà, chacun fera ses calculs. Exactement. Mais en tout cas, c'était à ce moment-là la plus grosse session ever pour toi. Ouais.
Moi, Laurent, je voulais rentrer un peu dans ta tête, en tout cas à ce moment-là. T'en es pas effectivement à ta première session. T'en as fait 3 auparavant. Exact. Mais malgré tout, comme tu viens de dire, c'est la plus grosse. Mm. Donc, il y a de l'excitation, il y a du stress, il y a, je sais pas, comment tu te sens ce jour, le jour J? Comment tu te réveilles? T'es où? Comment tout ça se passe? On veut fermer les yeux et revivre le truc avec toi, là. Mais au risque de vous décevoir et en toute sincérité, j'étais pas particulièrement excité, j'ai dormi normalement, etc. parce que il y avait pas de suspense, quoi. À la rigueur, j'avais eu du stress pendant toute la période de due diligence. On en parle après. Parce que t'en as toujours, hein. Le truc peut partir en vrille, ils peuvent changer d'avis, quoi que ce soit. Bon, j'ai vu qu'il voulait la boîte, ça correspondait à la stratégie qu'avait le patron d'Assu 2000 à l'époque. Donc je savais que le deal allait se faire, j'étais assez tranquille, presque même serein au moment Mais le jour de la Toi, je signature. suis déçu. Toi, moi aussi. Oui, parce mais que je te dis les choses telles qu'elles t'as sont. vendu hein. 3 boîtes avant. Ouais. Est-ce que t'as pas eu dans les autres ventes des moments la veille du deal où tout part en sucette sur un point bloquant? Non. D'accord. Non, je dois t'avouer, moi. Tu connais des gens à qui c'est arrivé quand même. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, les trois sessions d'avant se sont passées aussi sans trop d'accros, sans trop de difficultés. J'en ai eu. Celle de live betting a été sportive après. Pas pendant, pas avant, c'est après qu'il y a eu beaucoup de remous, on va dire, mais pas celle de T'y restais Oui, un parce que moment. celle-là, on m'a loqué 1 an. Ouais. Et bon, de toute façon, je suis pas fait pour être salarié, que ça se passe bien ou pas bien. 1 an après, jour pour jour, j'ai collé madame, quoi. Ouais. Ça, c'était écrit. prévu. C'était prévu Ouais. dès le départ. Donc là, le matin, tu te réveilles, t'es relax, Ouais. t'as rendez-vous. Non, t'es où? T'es chez Au toi? siège. Non, j'avais mon siège, parce que comme j'avais plusieurs entreprises en même temps, mon siège était rue de Penthièvre à Paris, et là j'avais mon équipe rapprochée, si tu veux. On était une dizaine de personnes, qui était vraiment l'équipe avec qui je bossais sur toutes mes boîtes, hein, puisque j'en avais plusieurs en simultané, et ça s'est fait dans nos locaux. Je voulais que ça se fasse dans nos locaux. J'aime bien l'idée, vous venez nous acheter, vous venez sur mon territoire. Tu vois, Ok. là, on n'est pas déçus, là. On n'est pas déçus parce que c'est assez atypique. Ouais. D'accord. C'était pas chez les avocats, c'était pas chez Assu 2000, c'est vous venez chez moi. Ça raconte quoi, ça? C'est je vais vous recevoir et je vais bien vous recevoir, ou Oui. c'est une manière de montrer un peu les muscles et de dire Les deux. tant que vous avez pas acheté, c'est qui le patron, quoi? Mais c'est exactement ça, ouais. Oui, il y a un côté, voilà, jusqu'à la minute où vous avez mis votre signature, c'est encore chez moi, donc vous venez chez moi. Ok. Et Et après, t'as changé les cadres, il a changé les cadres sur la cheminée juste après la signature. Quand je dis chez moi, je parle mes bureaux. hein, Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr. Mm. Donc en fait, rien à raconter sur cette journée, quoi. Non. Une journée normale, comme les autres, Bah, dans la vie d'un non. entrepreneur. excitante quand même, parce que quand tu as la signature sur les documents et que c'est officiel, en fait, moi, je suis toujours aussi très prudent. L'excitation, c'est le jour où tu vois ton compte bancaire avec la somme qui est arrivée dessus. C'était en quelle année? Ça, c'est le vrai moment. Ça, c'était 2016. 2016, d'accord. Donc, tu étais déjà sur ton ordi ou sur ton application en train de vérifier qu'il y avait tous les zéros qui arrivaient sur le compte? Ouais. Bah, d'abord, classiquement, ils t'envoient la preuve de virement. Hein, Ouais. Et puis, quand tu sais que tu as affaire à un groupe sérieux, parce que ça aussi, j'ai eu. Hein, j'ai eu ça. J'ai eu que la session de Live Betting. Live Betting est une société que j'ai vendue 2 fois. Une première fois à un Italien qui n'a pas tenu ses engagements et qui a versé une première partie de la somme qui était prévue et qui n'a jamais versé le solde. Et donc ça te revient de Ouais, fait? parce que T'avais backé le en truc. contrat, je suis un tueur. Donc Ah, ok. mes contrats, il y avait une clause, ça s'appelle une clause pénale. Si tu payes pas tout, c'est perdu pour toi. Je récupère 100% des actions. En fait, c'était même mieux que ça. Je ne cédais les actions qu'à partir du paiement entier. Donc tu payes mon premier. C'est comme aujourd'hui avec mes bagnoles. Hein. Quand je vends mes hypercars à 2 millions, tu fais un premier Mais acompte tu à prends 400 pas 000. juste les pneus, quoi. Non, voilà. Si tu as fait un acompte de 400 000, tu repars pas avec les pneus. Tu repars avec rien si tu fais pas la suite. Ouais. Et c'est normal. Logique. C'est logique. Voilà. Logique. Quand tu as tout ton paiement. C'est le produit. Un closing, quoi. c'est un Ouais. closing. Le closing, normalement, Exactement. c'est quand Mhm. tout est fait. Et... Oui, enfin, on connaît suffisamment d'histoires. Bien sûr. Donc j'ai Parfois connu pour ça. en avoir vécu. Ouais, exactement. Où, J'ai connu cette période qui est vraiment pas confortable, où tu as reçu un premier acompte, où le mec t'explique que son paiement, il va le faire, puis que les semaines passent, les mois passent, il le fait pas, et puis à la fin, tu dis, bon, bah écoute, tant pis. Hein, je vais vendre Et à quelqu'un d'autre. quand tu faisais ça, tu baquais une date? C'est-à-dire, s'il y a telle date. Ah oui, bien sûr, Oui. bien sûr.
Plusieurs fois, et plusieurs fois, elle n'a pas été respectée, la date. Ok. Alors, à ce Donc, moment-là, le mec... donc, la compte, tu le gardes, en l'occurrence, ça Ouais. Donc, tu vends Alors, en une première l'occurrence, fois, c'est même pas moi qui l'ai gardé, c'est mes associés, parce que mon deal, c'était que la première partie du cash aille d'abord... Je me suis toujours très très bien comporté avec mes associés, et parce que c'est comme ça que tu les c'est la gardes. clé, et que tu les gardes derrière. Et ils étaient hyper contents. Et donc, la première session avortée de live betting, c'est mes associés, puisque c'est eux qui avaient mis l'intégralité du cash. Moi, j'avais levé de l'argent sans mettre d'argent. Je leur ai dit, c'est vous qui avez mis l'argent, le premier argent, c'est vous qui allez le recevoir. Et après, sur le deuxième paiement, là, il était prévu qu'on reçoive eux et moi. Il n'est jamais arrivé. On a cédé une deuxième fois, cette fois-ci au coup de cartouche, des gens beaucoup plus sérieux. Et là, les paiements sont bien arrivés. Et donc, il y a ce moment où tu scrolles ton appli bancaire et l'argent est là, sur le compte, sur la plus grosse session que tu as réalisée à ce jour, à ce moment-là. On te souhaite évidemment, avec tes nouvelles aventures, de faire encore mieux un jour. Ah c'est sûr déjà ça. Néanmoins... Ça c'est déjà acquis ça. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, de l'âge, ça vaut plus cher que ce que j'ai vendu BC Finance. Oui, mais alors, on vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu as sais tout à très fait bien raison. qu'une boîte, il peut arriver mille choses. Donc tu as tout à fait on verra le jour où ce sera sur le compte et on aura plaisir de venir raconter l'histoire dans Cash Out. Mais juste sur ce moment-là, ça y est, tu as le produit de ton travail sur ton compte. Avec tout ce que tu as vécu, les hauts, les bas, IST, on n'en a pas plus parlé que ça, mais tu t'es fait arnaquer de plusieurs millions. Ouais. Il y a aussi toute l'aventure de ton père, l'empire qu'il a créé et puis plus rien. Il y a quand même une petite musique à ce moment-là dans la tête qui est une musique plus personnelle que One Shot, One Opportunity d'Eminem. Ouais, elle chante quoi cette musique? Non, mais elle chante quoi dans ta tête cette musique au moment où tu as l'argent? Dans ton histoire plus personnelle, je te demande pas une musique, là, je te demande de me raconter... Les paroles. Ouais. Bon, elle chante bravo, il y a quand même un peu d'autosatisfaction, et puis bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là que j'ai décidé de faire mon break. Voilà. On en parle après, de presque 2 ans de break. C'est ça. Cette journée, et on va avancer ensuite dans les débuts de la boîte, le retournement, etc. Mais cette journée, elle se finit comment? Où t'as signé? Elle se finit un très bon restaurant avec ma femme. Point. Tous les grands moments, moi, c'est toujours avec ma femme. Ça, si certains cherchent des tips dans chaque épisode de Cash Out, celui-là, et peut-être la clause aussi de si tu payes pas tout, mais fêter avec ses proches, c'est la clé. On fait un flashback, si tu veux bien. On part effectivement avec Alain Bachung, Ma Petite Entreprise. C'était pas la première, et d'ailleurs c'était même pas la tienne. Et on écoute et on en parle. Tu peux chanter, hein. Petite entreprise, connais pas la crise. Platiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Elle dit tout aussi, cette chanson. Bosser. Bosser du lundi au mardi, mercredi au jeudi au vendredi, les vacances, abstinence. Versus tous les youtubeurs qui te font croire qu'en achetant leur formation, ils vont devenir riches. Voilà, exactement. Le vrai secret, c'est qu'il faut bosser. 4 heures par jour. Ouais. Mais c'est pas la tienne, cette entreprise, et c'est la première fois, tu le disais, que tu vas embarquer dans une aventure que tu n'as pas conçue, fondée et projetée au départ. Ouais.
Et en fait, c'était une très belle expérience parce que j'ai compris comment avait fait mon père pour passer de 0 à être dans le top 10 des fortunes françaises en 7 ans. Parce qu'il est beaucoup plus facile, je ne dis pas que c'est facile, mais à choisir, c'est plus facile de redresser une entreprise en difficulté et de gagner beaucoup comme ça que de gagner beaucoup en créant une boîte de zéro. Parce que c'est le temps, quoi. Rien ne remplace. La ressource ultime, celle qu'on ne peut pas remplacer, c'est le temps. Et quand tu crées une boîte de zéro, avant qu'elle vaille beaucoup d'argent, il faut énormément de travail, énormément d'étapes. Bon, après, tu peux aussi avoir ou le talent ou la chance, ou les deux, de te mettre sur un créneau fabuleux. Tu crées Facebook, 1 an après, tu vaux 1 milliard. Bravo. Bon, mais c'est quand même très, très rare, ça. Très, très rare. Alors que identifier une boîte qui va mal, comprendre pourquoi elle va mal et faire voir un ce qu'elle retournement. pourrait faire voilà. pour aller mieux. Voilà, ça c'était la spécificité de mon père. Je pense que je l'ai bien compris aussi. Et ben ça peut être rémunérateur beaucoup plus vite, quoi. Quand tu dis ça, alors, tu l'as dit, c'est pas facile, mais tu le racontes et ça a l'air facile. En tout cas, c'est logique. Encore faut-il être capable d'identifier. Tout à fait. Déjà, faut trouver la bonne boîte. Ouais. Là, en l'occurrence, on parle de celle-ci, mais est-ce que opportunité, on te la présente, tu dis effectivement il y a quelque chose à faire, Non. ou tu fais partie de ces repreneurs qui ont vu plein de choses, qui ont cherché parfois très spécifiquement dans des secteurs ou dans des typologies de boîtes. C'est quoi l'histoire, la genèse de la rencontre avec la boîte? La genèse de ça, c'est que j'avais une boîte qui s'appelait BLT Développement, qui est la seule que j'ai faite avec mon père, qui exploitait un site qui portait son nom, qui s'appelait bernardtapie.com, qu'on a lancé en 2011 et qui était un one-stop shop des solutions discount Internet, en particulier pour sa génération. C'est-à-dire la génération qui est mauvaise sur Internet, qui sait mal s'en servir et qui a un problème de confiance dans Internet aussi. De leur dire, bah là on a quelqu'un de votre âge qui est connu, on a réuni toutes les solutions les plus discount du web et qui sont sûres, on va pas vous arnaquer, et en plus on vous a négocié un petit avantage que vous n'auriez pas en direct si vous alliez chez les partenaires. Bon, le truc cartonne au début, grâce à la notoriété de mon père, on fait en plus une pub TV, enfin on met les moyens, donc cartonne, on a 600 000 acheteurs dans le premier mois, qui consomment de tout, de l'assurance, de l'énergie discount. Là, c'est pas de l'abonnement, c'est pas du SaaS. Non, c'est pas de l'abonnement, c'est à l'acte d'achat. Ouais. Donc la boîte marche très très bien au début. Ça s'essouffle ensuite un peu parce que passé la vague de la notoriété tapis, tu dois aller chercher le client. Et là, c'est plus compliqué parce que tu as un coût d'acquisition du client qui doit être très bas vu que tu te rémunères très peu, peut-être que des autres Les marges discounts. sont pas énormes. Ouais. Voilà, donc ta long-term value de ton client doit représenter plus que ton coût d'acquisition. Et c'est pas évident, mais on y arrive. On arrive quand même à recruter des clients en étant malin, en pilotant un peu notre acquisition. Ça, Internet le permet quand même d'une manière beaucoup plus fiable que les autres médias. Et puis, il se passe que Hollande est élu et qu'il décide de faire la fête à mon père. Donc, à peine élu, immédiatement mis en examen pour escroquerie en bande organisée sur son arbitrage, etc. Et donc, quand mon père se retrouve en garde à vue avec une mise en examen pour escroquerie en bande organisée, qui est un truc de malade mental, hein, c'est pire que si tu vas braquer une banque, hein, tu vois. Ouais, c'est le dernier truc que tu fais quand tu sais plus quoi faire d'autre pour défoncer quelqu'un. Ouais. Exactement. Et ben là, tous les partenaires quittent le site. Et comme c'est un site qui ne fonctionnait que par les offres des partenaires, bah, tu te retrouves... Si t'as plus d'offres, t'as pas de demande. Ouais. Et tu te retrouves du jour au lendemain que ton site, t'as plus qu'à le fermer, puisqu'il n'y a plus personne qui veut faire quoi que ce soit dessus. Bon. Mais ce site-là a été un poste d'observation pour moi, et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans les 2 créneaux qui m'ont rapporté le plus ensuite, la vente d'or et le rachat de crédit. Car on avait expérimenté ça sur le site bernardtapie.com, on faisait des ventes événementielles, et on avait fait une vente événementielle d'or qui avait cartonné bien au-delà de ce que j'attendais. Donc là, tu avais les stats. Voilà, j'avais les stats, et là je me dis, tiens, ça c'est vraiment un truc que je dois regarder. Ouais. Et on en a fait ensuite le leader français en jeune venture avec un groupe de boutiques physiques qui n'étaient pas allés sur Internet. Et l'activité au sein du site bernardtapie.com, quand le site marchait très fort, qui nous rapportait le plus, c'était le rachat de crédit, qui est une activité que je connaissais même pas, je savais même pas ce que c'était. Hein. Bon, je vois mes chiffres, je vois que c'est ça qui représente le plus, bah, je m'intéresse au marché du coup. Donc, je me suis lancé dans le rachat de crédit par l'expérience que bernardtapie.com m'a donnée. Là, encore une fois, tu vas pas lancer, donc tu vas chercher à racheter une boîte du domaine. Ouais, j'en ai racheté 3 successivement. Okay. La première qui était le partenaire sur notre site, qui est une boîte qui allait très mal,
qui n'arrivaient pas à nous payer les commissions qu'ils nous devaient. Donc je dis, puisque vous n'aurez pas à nous payer, au moins, je vais reprendre la boîte. Surtout que le gérant était en garantie personnelle de ses biens sur une dette. Ah oui, il était Dur. Très très dur. Donc lui, je lui ai sauvé sa maison parce qu'il avait 60 ans passés et sa maison allait y passer. Hein. Donc j'ai récupéré la société, mais je lui ai sauvé sa maison. La deuxième, c'était une autre société à peu près du même profil, mais un peu plus spécialisée dans le B2B, qui est une autre activité au sein du rachat de crédit, qui me permettait de marcher sur mes deux jambes. Je voulais du B2C, du B2B. Donc là, j'avais deux boîtes assez complémentaires, même géographiquement. Une était à Besançon, l'autre était près de Rennes. Et il m'en fallait une troisième, parce que c'était pas assez gros. Par principe, jamais 203. Non, c'est pas par principe, c'est parce que quand tu t'intéresses à ce secteur et si tu sais correctement réfléchir, tu te rends compte que c'est un business de consolidation et de taille critique. Parce qu'en fait, qui est le vrai client ? Le vrai client, ce sont les banques. Parce que des gens qui veulent se faire des rachats de crédit, t'en as à la pelletée tous les jours, des gens qui t'envoient des dossiers. La difficulté n'est pas de trouver des gens qui veulent te donner un dossier de rachat de crédit. Mais c'est la difficulté, banque qui est prête à prendre les bons profils. C'est de trouver la banque qui accepte ton dossier de rachat de crédit. Or, la banque, plus tu lui amènes un gros volume d'affaires, plus elle est gentille avec toi. Donc, c'est un business de consolidation. Si t'es gros, ils vont te donner des commissions plus importantes, ils vont t'accepter des dossiers qu'ils n'accepteraient pas chez un petit, ils vont te donner des délais de traitement plus rapides que ce qu'ils te donnent chez un petit, etc., etc. Donc, j'ai dit, OK, il faut qu'on devienne un gros acteur. J'ai acheté 2 boîtes, elles sont trop petites. Là, je me suis mis en chasse, de regarder ce qui existait. Donc, qui sont... Quand tu es dans le milieu, tu sais vite qui sont les opérateurs. Dans les 3 premiers, il y avait BC Finance, mais qui allait très mal. J'ai vu que ça appartenait au Crédit Agricole. Je dis, tiens, ça c'est bien. Parce qu'en général, les banques sont quand même pas les plus forts pour gérer une boîte. Donc, c'est qu'il y a tu vois, parce que ça, c'est aussi, c'est un truc clé. Quand tu vas avoir une boîte pour éventuellement la reprendre, si les dirigeants sont super bons et qu'elle va mal, n'y touche pas. Si les mecs sont déjà super bons, qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Bon, si les mecs, c'est des banques qui en ont un peu rien à faire et s'en occupent pas... Si c'est pas leur boîte, c'est pas leur boîte. Ouais. Voilà, c'est là que tu peux faire la différence. Voilà, donc on a contacté le Crédit Agricole et on leur a dit, on voit que dans les comptes de BC Finance, vous en êtes à la 3e ou 4e année où vous perdez plus de 3 millions par an, sans rien faire, touchez à rien. Peut-être que vous avez envie de la céder, non ? À moins que ça vous amuse de perdre 3-4 millions tous les ans. Ils m'ont dit oui, ok, on est prêt à la céder. Si facile que ça, la discussion de rachat ? La discussion de rachat était très rapide. Très rapide. Ils étaient contents de se débarrasser d'un boulet, en fait. Ouais. Et j'imagine que acheter à une grosse boîte et une banque, qui plus est, un actif comme ça, c'est relativement... Alors, en termes de processus, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, le principe de vendre et de vendre pas très cher, etc., j'imagine que c'était relativement facile, cette partie. Ouais, ça a été relativement facile, ouais. Je peux même là, pour le coup, donner les chiffres, puisque ceux-là, ils sont plus confidentiels. J'ai acheté la société 1 million d'euros, et il y avait 2 millions de comptes courants que le Crédit Agricole avait remis au fur et à mesure des pertes, et je me suis engagé à rembourser le compte courant sur 3 ans, on l'a remboursé en 2 ans. Parce que voilà, on a retourné la boîte assez vite. Donc 1 million et 3 millions de pertes par an. Donc, globalement, tu prévois combien pour être capable de pas planter avec elle ? C'est quoi ? Tu prévois 10 millions de quoi ? Pour que ça tourne, en disant peut-être la première année, on va quand même perdre les 3 millions. Et la suivante, on va retomber à... Ah non, moi, j'avais bien fait ma due diligence avant. Je savais que dès la 2e année, on pouvait être à l'équilibre. Donc, il y aurait à assumer des coûts qui sont les coûts de restructuration. Donc ça, j'avais mon enveloppe pour ça, mais qui n'était pas énorme, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus du réajustement que de licencier. Il n'y a pas besoin de licencier beaucoup. Au contraire, on a licencié 6 personnes, on a recruté 8 l'année suivante. Donc, de restructurer la boîte ne coûtait pas beaucoup d'argent, ça coûtait de la matière grise. C'est-à-dire simplement, il fallait se pencher sur les process et les remettre comme il fallait. Parce que les process, pour le coup, étaient complètement en dépit du bon sens. Ouais. Non, mais pas datés, ils étaient idiots. C'était même pas une question... Non, mais voilà, c'était pas une question de temps, c'était une question d'organisation réfléchie, rationnelle. Et c'était irrationnel, la façon dont c'était fait. Crédit Agricole, ils avaient racheté cette boîte à un entrepreneur. Ils l'avaient racheté à un entrepreneur juste avant les subprimes à 18 millions. Et l'entrepreneur, il était parti entre-temps ? Ouais. Donc en fait, c'était eux qui géraient la boîte. Il n'y avait plus d'entrepreneur à la tête de la boîte. C'était eux qui géraient pas la boîte. Ouais, qui géraient pas la boîte. Ouais, mais il n'y avait pas vraiment de pilote, quoi. Ah bah complètement. Il n'y avait plus de pilote dans l'avion et on laissait le truc tourner parce qu'à l'échelle du Crédit Agricole, une boîte qui perd 3 millions, c'est invisible dans leur bilan. Donc ils s'en foutaient. Ouais, donc c'est super cible. Super cible.
Laurent, régulièrement dans Cash Out, on raconte le discours qu'on tient aux équipes au moment où on vend la boîte et on leur annonce. Moi, je serais curieux d'avoir le discours que tu as tenu aux équipes qui étaient en place quand tu es arrivé. Ouais. Parce que c'est assez clé. Je leur ai tenu un discours qui était un discours à la fois ambitieux mais très exigeant. Voilà, je leur ai dit ce que j'ai dit dans toutes mes boîtes, c'est-à-dire même celles que je reprenais pas mais que je créais. C'est-à-dire que j'attendais des gens qui soient extrêmement investis, qui soient performants, et que malheureusement, l'entrepreneuriat, ça laisse pas de place à l'amateurisme ou à la nonchalance. Donc, je les ai prévenus, quoi. J'ai dit, voilà, là, il va falloir, comme on dit, se sortir les doigts. Hein. On n'est plus dans une banque. La boîte, elle perd 3 millions. Donc, il va falloir... Factuel. C'est voilà factuel. les chiffres et voilà... Exactement. Et puis, tu sais, quand les gens savent qu'ils sont dans une boîte qui perd 3 millions, ils se serrent les fesses parce qu'ils savent que là, en l'occurrence, le licenciement... Oui, il n'y a plus la banque derrière pour... Il n'y a plus la banque derrière et le licenciement économique, en un claquement de doigts, tu l'exécutes sans aucune difficulté. Donc, tu es dans un environnement où tu sais que si tu ne performes pas, ça va tomber vite le coup près. Hein. T'avais combien de personnes à ce moment-là ? 150. Et intellectuellement, ce que tu leur dis, je pense qu'ils le comprennent. Ouais. Mais derrière, c'est des gens qui ronronnent, entre guillemets, hein, sans vouloir être désagréable, mais qui ronronnent depuis un certain temps. Tout à fait. Ils ont pris des habitudes de pas bosser certainement beaucoup. Et c'est compliqué quand même. Au-delà de leur faire comprendre, de les faire complètement changer, ça doit être difficile pour eux et donc du coup difficile pour toi de les tirer avec toi. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on aurait pu faire bien plus. J'avais même moi anticipé qu'on ferait bien plus de résultats nets que ça parce que j'avais anticipé qu'on diversifierait l'activité avec succès sur de l'assurance, du télécom, de l'énergie, etc. Ce que j'avais fait sur bernardtapie.com. Parce que je vais te raconter l'anecdote qui m'a fait penser ça. La première que je reprends, Crédit Tech, je vais dans les locaux de l'entreprise et je vois des fleurs, des boîtes de chocolat, des tas de trucs comme ça. Je dis, il y a eu un anniversaire ou quoi ? Ils me disent non, ce sont les clients qui nous envoient ça. Je dis, les clients vous envoient des fleurs et des boîtes de chocolat ? Oui, parce qu'ils sont tellement contents quand on arrive à leur obtenir un rachat de crédit que c'est ouf, ouais. Ils nous envoient des fleurs, ils nous envoient des boîtes de chocolat. Et là, je me dis, attends, ça veut dire que on a leur vie entre les mains, quoi. Il faut se rappeler qui est le client à la fin. Le type qui fait un rachat de crédit, c'est un type qui est mal endetté, qui, je ne sais pas, doit rembourser, tu vois, je dis n'importe quoi, il gagne 3000, son foyer gagne 3000 euros, il en rembourse 2005, il a 500 euros pour vivre dans le mois et il est pendu à la fin du mois. Et ce que tu lui vends, c'est une mensualité. Il s'en fout de savoir sur combien de temps il va payer, il s'en fout de savoir à quel taux, ce qui fait que c'est malheureusement, d'une certaine manière... C'est combien il me reste à la fin du mois. C'est combien il me reste à la fin du mois, et c'est le créneau le plus rémunérateur du secteur du crédit chez les banques. Parce que c'est là qu'elles font les taux les plus élevés. Donc, tu lui vends une mensualité. Et quand tu l'obtiens, il est super content, le mec. Il avait 500 balles pour vivre à la fin du mois, tu lui passes à 1000, c'est le double. Donc, quand je comprends ça, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, vous avez de l'ordre entre les mains, parce que ça veut dire que le client... Et vous pouvez lui faire ce que vous voulez, dans son intérêt en plus. Parce que le truc qui est incroyable, c'est que tu vois que ces mecs, il leur reste 500 pour vivre, mais quand tu creuses un peu, ils sont assurés chez qui ? Chez AXA, ils ont le téléphone chez qui ? Chez Orange, ils ont, tu vois... Il y a plein de dépenses contraintes sur lesquelles tu peux faire des économies. Donc tu vas rendre service au client, et toi, tu vas prendre des commissions. Donc, je suis parti avec ce raisonnement. Et un jour, j'ai fait un séminaire chez BC Finance où il y avait les 130 collaborateurs destinés au rachat de crédit, parce que tu avais à peu près 20 qui étaient du overheads, quoi, l'administratif. Et les 130, je leur tiens ce discours, je leur dis la liste des produits que j'ai. Et il y en a un qui me dit « Vous savez, monsieur Tapie, nous, ça fait 20 ans qu'on fait du rachat de crédit, on sait faire que du rachat de crédit. Hein. » Putain, et là tu dis, mais c'est pas possible d'avoir à faire des cons pareils, quoi. Tu leur mets sous le nez une opportunité pour que eux gagnent plus d'argent et qu'ils fassent un peu autre chose que ce qu'ils font depuis 20 ans. Et le mec, il me dit, bah non, moi j'ai envie de faire ce que je fais depuis 20 ans, hein, j'ai pas envie de faire autre chose. Hein. Et comme ça, instinctivement, j'allais rebondir sur ce que disait Sacha en disant... Ça te rend pas dingue, un truc comme ça ? Est-ce que les mecs ne ronronnent pas simplement parce qu'ils voyaient pas d'avenir et que tu arrives avec un peu d'avenir, de vision, de projection ? Tout le monde a envie d'y aller. En fait, non. C'est pas simple. Le confort, c'est un truc compliqué à tirer, quoi. Ah ouais, c'est clair. À sortir les gens de leur confort, quoi. Et tu vois, donc c'est pour ça qu'on met des chaises pas trop confortables pour vraiment vous faire sortir. Exactement. Donc là, tu vois, sur 130 consultants, conseillers, j'ai vu les diverses personnalités des gens. Donc t'as celui-là qui était typiquement le loser, voilà, le mec qui veut pas sortir de son confort et qui te l'annonce, hein. Et puis t'en as d'autres qui sont venus me voir en disant c'est super, moi je veux vendre de l'assurance, moi je veux avoir des trucs et on va pouvoir gagner plus à la fin du mois. Bah oui, je veux tout de suite être formé là-dessus, on peut commencer la semaine prochaine. Tu vois la différence au sein d'une même boîte de tempérament et d'envie chez les gens, bien sûr.
Je fais une grosse accélération, si tu veux bien, parce que tout à l'heure, on t'a donné la durée max d'un épisode Cash Out qui était de 2h39. Mais à ce rythme-là, on va coucher tout le monde. Bon. Mais avec les micros, les casques, on a une voix plus suave, donc c'est peut-être plus facile. Mais on veut pas vous endormir. Donc j'accélère. Va arriver le moment où va se poser la question de revendre à un groupe. Ouais. En l'occurrence, ce sera Assu 2000. Donc, mais là, il n'y a pas de suspense. On le savait avant de te recevoir. Ce qui va nous intéresser, c'est toute cette phase de négo. Et c'était peut-être pas les seuls d'ailleurs qui sont venus frapper à la porte. Sacha. Ouais, alors si je peux me permettre, juste Mais avant la négo, permets-toi. en 2 mots, comment t'es arrivé juste de cette phase où tu récupères effectivement des gens qui sont installés dans leur routine, etc. Comment t'arrives en quelques années à en faire un actif super rentable et à quel moment arrive le sujet de vendre? Comment il arrive? Ok. Alors la première phase, malheureusement, elle nécessite un petit peu de temps parce que si je dois expliquer le retournement de BC Finance, il y a eu plein de mesures. Si je dois synthétiser les plus importantes, la plus importante de toutes, c'est que cette boîte était organisée dans un système, il y avait 14 agences physiques, il y avait un siège qui traitait en support les rachats de crédit traités par les agences physiques, et puis il y avait Creditech et LR Associés que j'avais ajouté et fusionné. Bon, voilà, donc je me retrouve avec cet ensemble. Et quand je leur demande comment c'est organisé, ils me disent, dès qu'on a une demande de rachat de crédit qui tombe sur la plateforme, elle est dirigée vers l'agence la plus proche du client. Parce que comme ça nous semble juste. Si ton type client habite à côté de Rennes, c'est l'agence de Rennes qui récupère le dossier. Ah bon, très bien. Et puis si jamais il y a trop de travail pour Rennes, la fonction support qui est au siège, à Lille, va prendre le relais. Donc, ils ne sont pas organisés par spécialité et par sujet. Et t'as tout compris. C'est-à-dire qu'ils sont organisés par géographie. Et moi, je leur dis, ce métier-là, tu as 2 types de rachat de crédit. Tu n'en as pas 50, tu en as 2. Le rachat de crédit conso et le hypothécaire. Le conso, c'est du rachat de crédit de 5 000 à 40 000 euros sans garantie. Et le hypothécaire, c'est avec la garantie de la maison. Ouais. Donc, tu as le prêt maison dedans. Donc, lui, sa taille moyenne, c'est plutôt 200 000. C'est-à-dire 10 fois celle du conso. Et le temps de traitement est le même, à peu de choses près. Et donc, tu vas dépenser à peu près la même énergie, le même coût pour traiter un rachat de crédit conso hypo, sauf avec la même commission qui est de 5%, sauf que dans un cas, elle est sur 20 000 en moyenne, dans un autre cas, elle est sur 200 000 en moyenne, 10 fois plus. Ça veut dire que globalement, quand c'était le même mec qui gérait les deux, Ouais. il privilégiait l'un et pas l'autre. Ah non. Même pas. Ah, même pas. Ça se faisait par chronologie. C'est-à-dire, la plateforme, une le demande ticket tombe. numéro 47. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est le ticket numéro 47 à l'administration. Donc, tu le fais, t'es libre. Donc, c'était même pas vraiment des commerciaux que tu avais, en fait. Ah, mais pas Parce du que, tout. Parce qu'un commercial. il aurait choisi. Il Non, aurait c'était refait pas- l'ordre. Ah, mais c'était pas du tout des commerciaux, Ouais. c'était des administratifs, quoi, des types Ouais. qui savaient gérer un dossier. Alors, il y avait un petit peu de commercial parce que les agences, il faut bien qu'elles reçoivent les gens. Donc, il faut les recevoir quand même bien, leur expliquer. Donc, tu as un côté commercial dans la relation avec le client parce que il faut que tu puisses répondre à ses questions, il faut que tu le mettes en confiance, il C'est faut de que tu l'humain, choisisses. Voilà, c'est de l'humain. Mais pour ça, le physique était quand même clé. Parce que maintenant, tu te dis, je Alors le fais oui, au téléphone. mais justement. Donc moi, c'est la première question que je pose. Je leur pose, dans votre organisation là, géographique, comment ça se passe? Eh ben, ils me disent, voilà, on prend le dossier du client et on le traite. Et je dis, indépendamment que ce soit hypothécaire ou conso. Oui, c'est que géographique. Je dis alors, le conso, est-ce qu'on le voit physiquement parfois? Ils disent, s'il vient dans l'agence, oui. S'il vient pas dans l'agence, on le voit pas. Et l'hypo, la même chose. D'accord. Est-ce qu'on constate une différence dans les taux de transfo selon que c'est en agence ou purement par téléphone? Ah oui, on transforme beaucoup mieux en agence. Voilà, Ok. on transforme beaucoup mieux Ok, quand il y a une intéressant. présence physique. Très bien, maintenant les agences ne vont faire que de l'hypo. Parce que je veux qu'on transforme à fond les 200 000, les dossiers qui plutôt sont à que- 200 000. ouais. Et le conso, on a un département support au siège, on va le mettre que sur le conso et que sur le téléphone, puisque de toute façon, on ne voit pas le client en final. Et donc, je les ai formés. Pareil, il n'y avait pas de script. Tu es dans un business où tu fais l'essentiel de ton chiffre d'affaires par téléphone. Il n'y a Et même c'est toujours pas les mêmes un sujets. script, il n'y a même pas un process. Il n'y a même pas une liste de questions clés du client avec les réponses au cordeau. On sait que celui-là, il a des bons taux, il est bon au téléphone. Hein, on a regardé pourquoi lui, il est bon et les autres sont pas bons. Non, on ne sait pas. Il parle mieux. Ah, d'accord. Tu vois, c'est vraiment le truc, mais hallucinant, quoi. Donc on a repris tout, quoi. On a repris tout à zéro. On a fait une cellule dédiée
au conso, avec des types qui étaient que au siège, avec un script, avec une Ça formation. tape pas trop sur la table. Et on a doublé le taux de transfo par téléphone. Et puis, comme on avait libéré du temps pour les agences, Bah, les ça agences transforme n'ont fait encore que du plus lipo. aussi, j'imagine. Ils avaient du bien temps. sûr. mais- Et surtout, je leur ai dit, quand tu sais que le client il est pas très loin de ton agence et s'il vient pas, toi, tu vas aller le voir. Donc, on va déplacer les conseillers chez le client. Ah, mais on n'a pas de voiture. C'est pas grave, on va prendre des voitures. C'est des mecs qui te disent on n'a pas de voiture. C'est pour ça qu'on le fait pas. Il suffit de le dire que vous n'avez pas de voiture. Voilà, donc on va vous en donner des voitures. Ah ouais. Ça coûte Ah, 200 c'est balles. fabuleux. Ça coûte 200 balles de leasing par mois et vous allez me transformer des dossiers à 200 000. Donc il n'y a pas de problème, on va vous filer des voitures. C'est Et on- fabuleux. Donc en fait, la boîte, en 2 ans, a doublé son chiffre d'affaires avec les mêmes effectifs. En fait, c'est vachement simple. hein. Il suffit de poser une question et de trouver une solution au problème. Quoi. Déjà, je pense qu'une partie du sujet, c'était de bien identifier cette cible. Ouais. Parce qu'effectivement, il Ouais. vit du gras, comme on dit, quoi. Ah ben oui, complètement. Ouais. De toute façon, quand tu vois que c'est une banque et que ton meilleur indicateur, c'est quand tu vois que ça fait 3 à 4 ans que la boîte a les mêmes pertes et que quand tu demandes quelles actions sont entreprises, on te dit aucune, Ouais. tu sais que c'est une bonne cible. Mm. Déjà tout de suite, tu sais. Rien n'a été fait, ça fait 3 ans qu'on perd 3 à 4 millions. Non, rien n'a été fait. Bon, bah très bien, ok, ça m'intéresse. Il y a un jour où toi, tu vas devenir la cible, mais c'est peut-être toi qui as décidé de la mettre devant Non, toi. alors figure-toi non que non, pas du tout. J'étais pas dans une T'étais pas recherche de vendeur. cession. J'étais dans une recherche de consolidation. On en était donc on est passé de -3 à plus 2,5 et le temps de faire les négos, on a fini à 3 l'année de la cession. Et au moment où ça se produit, moi je suis déjà en train de regarder si je vais pas racheter le 4e ou le 5e opérateur pour grossir encore. Et c'est à ce moment-là, c'est des avocats avec qui je bossais qui m'ont amené un client. C'est eux qui m'ont amené à Sud 2000 en me disant on a un de nos clients qui est dans l'assurance et qui cherche à se mettre dans le rachat de crédit. Il a déjà acheté un opérateur plus petit que vous. Et lui aussi, il a compris que c'était un business de consolidation. Donc, il voudrait vous racheter. Et je dis bon, voyons-le. Eh ben, on Quand va- t'es pas hyper vendeur en plus, tu peux beaucoup plus facile de négocier. bah voilà, tu dis, moi, je vous ai rien demandé, c'est vous qui venez me chercher, si vous voulez, il va falloir mettre le prix, quoi. Mais à ce moment-là... Pause. Ah oui, bien sûr. Si on t'organise une vie bien dirigée, Les premières Tu notes, ça t'oublies aurait la pu vie. être Bob Marley. On te fait danser Ah, j'avais reconnu. sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, tu te lèves sans aucun où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi et persiste. résiste. Tant de liberté pour si peu. Donc résiste, a priori. T'étais Exactement. pas vendeur. Non, Non. je ne vendrai pas. Exactement. T'as résisté longtemps. Ah, j'ai joué à ma princesse effarouchée. Hein. J'ai joué à ma princesse effarouchée. Ils sont venus avec une première offre. Je dis non, mais je suis pas vendeur. Moi, mon plan, c'est de continuer à faire croître la boîte. On gagnera 2 fois plus encore dans 3 ans. Alors, ils sont revenus avec une deuxième Attends, pause. offre. Entre la première et la deuxième, c'est quoi le gap? D'offres, Ouais. il y en a eu 3. Donc, entre la première et la deuxième, il y a 20%. Et entre la deuxième et la troisième, il y a encore 20%. Donc, tu finis avec 40% de mieux, un peu plus que 40% de mieux que la première. Bon, là, tu dis OK. Donc ça, c'est le début de la négo. Mais toi, dans ta tête, t'es parti pour faire d'autres acquisitions. T'as un plan, t'as un business plan qui amène la boîte, j'imagine, à beaucoup plus que là où t'en es. Mm. Tu te dis quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, peut-être que c'est intéressant. Alors, je vais te dire les 2 facteurs qui me disent que je suis intéressant. Le premier, c'est celui que je t'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que je me rends compte que ça, c'est le défaut quand tu reprends une boîte que tu n'as pas créée toi. Le staff, tu le maîtrises pas. Et que les mecs, les faire bouger, c'est pas facile.
Tu vois, ce que je t'expliquais, que Ouais, bien je vais sûr. leur faire diversification dans l'assurance, dans l'énergie, les télécoms et tout, et que t'as même pas 10% de ces mecs-là qui sont vraiment, qui ont faim et qui commencent à vendre ces produits. Je me dis, bon, je vais pas la monter au ciel Est-ce non que plus, j'ai là, ouais. l'énergie de... Voilà, exactement. Et puis t'as tout dit, l'énergie, j'en suis à ce moment-là, à 2016, à 20 ans. 20 ans. Et je me dis symboliquement, voilà, je vais T'as faire pas ma 20 ans, 20e 20 année. ans d'entrepreneuriat, c'est ça que je veux dire. Ah oui, j'aurais Ouais. aimé vendre ça à 20 ans. Voilà, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat et je me dis, bon, tiens, c'est peut-être un signe d'arriver à cette date de 20 ans d'entrepreneuriat. On me propose quand même un prix qui est sympa. Et si je prenais, et si j'allais me faire une petite pause un peu. Voilà. Donc, la conjonction de ces deux phénomènes m'a convaincu de vendre. Alors là, on va très vite. Il y a le sujet des associés aussi, tu en as parlé Non, tout à l'heure, aucun. non? Là, tu y allais seul. Je suis seul. En fait, j'étais seul à partir du moment où j'ai vendu live betting. L'argent que j'ai gagné sur live betting m'a permis ensuite d'entreprendre seul. Et pourquoi? Pour te prouver que tu voulais réussir seul? Oh non, Ou, c'est pas pour me prouver, c'est qu'après... Ou t'avais plus besoin de... J'avais plus besoin. J'avais plus besoin. C'est-à-dire que j'ai enrichi mes associés dans les affaires d'avant. Je me suis dit, pourquoi je vais enrichir d'autres mecs? Maintenant, j'ai l'argent qu'il faut pour monter des startups moi-même. Je vais les monter moi-même. Si je crois dans ce que je fais, j'ai pas besoin d'aller chercher l'argent ailleurs. Avant, j'avais besoin parce que je l'avais pas. Oui, Mais mais tu peux te dire, au-delà de l'argent, tu peux te dire, moi, je suis fort dans certaines choses et sur certains autres sujets, j'ai besoin d'un binôme, quelqu'un de... Ah, mais j'avais besoin d'un trinôme même. Mais ça, c'était des salariés. C'était pas D'accord. des associés. D'accord. J'avais besoin de mon binôme technique parce que tout était dans le web et que je suis une truffe technique totale. Je déteste ça, je fais planter les ordinateurs, j'aime pas ça, enfin, catastrophe. Mais j'avais un tueur en site internet. Et puis j'avais une DG que j'ai malheureusement perdue parce qu'elle a suivi son conjoint à l'autre bout de la France, mais qui était un cerveau fantastique. Une Bretonne qui s'appelait Lidvine. Voilà, je me reposais essentiellement sur ces deux-là, sur tout ce qu'on faisait. Donc, il n'y a pas de négo interne. Les seuls négos internes, c'est avec toi et toi-même. Avec Toi, ma femme. Avec ma femme aussi. Moi, j'implique ma femme. T'as des enfants? Ouais, deux Ouais. enfants qui ont 20 ans et 18 ans. Un À ce garçon. moment-là ou aujourd'hui? Ah non. À ce moment-là, écoute, en 2016, ils ont 11 ans et 9 ans. Ça fait plusieurs épisodes où on arrive à parler des enfants qui ont eu leur petite incidence. Alors, tu vas reparler de ta femme, mais où les enfants ont eu une incidence sur le fait d'y aller ou pas, et avec souvent des réflexions sur... ils projettent parfois pas spécifiquement ce que font leurs parents, mais c'est quand même l'entreprise de la famille. Même s'ils sont pas dedans, c'est un peu la leur aussi. Ouais. Et donc, est-ce que ça a été des débats Non. aussi internes? Pas du tout, parce que ce que tu décris, c'est sur l'entrepreneur qui a monté sa boîte et qui, 20 ans après, c'est la même boîte qui Ouais. l'a fait grandir, c'est la boîte familiale. Moi, ça n'a pas été le cas. En fait, moi, j'ai toujours monté des boîtes que je revendais dans les 3 ans, 4 ans. Donc, il n'y avait pas d'attachement personnel aux boîtes. Et encore moins familial. Ma femme, elle s'en foutait un peu de savoir exactement ce que faisait l'activité des boîtes, etc. Par contre, là où elle s'en fout pas, c'est quand tu lui dis, voilà, j'ai 2 choix, ou je continue, et voilà mon business Et plan, c'est voilà parti combien pour X d'années, années. ou voilà combien on me propose maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? En général, les femmes très rapidement t'orientent vers la deuxième option. Hein. Le 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Ah, C'est assez féminin. C'est quand même, hein. pragmatique. Ouais, c'est très humain. Hein. C'est très mais humain. Encore Ouais. plus féminin Ouais. qu'humain, je trouve. Plus la liberté que ça te donne aussi, et c'est aussi en ça, dans l'autre sens, les Ouais. enfants peuvent être... voilà, moi je me souviens que la dernière boîte que j'ai vendue, je me souviens que mes enfants, ils m'ont pourtant c'est pas une boîte familiale, etc. Mais pourtant ils m'ont reproché, ils m'ont dit je comprends pas. Voilà, ils ont l'impression que c'était chez eux. Et en revanche, de temps en temps, c'est eux qui peuvent te pousser à vendre parce qu'ils peuvent te dire T'es pas là. papa, je te vois pas assez, je veux qu'on parte plus en vacances. Ah non, alors là, moi, pour le coup, je dois le reconnaître. C'est d'ailleurs, ce que je vais te décrire, c'est un truc qui énervait mon père, parce qu'il me voyait entreprendre, il était assez fier de moi, il parlait de moi en très bons termes à tout le monde, mais à moi, il me disait entre quatre yeux que j'étais pas un vrai entrepreneur, parce que pour lui, je ne bossais pas assez, j'étais trop avec ma famille. Lui, il était à l'ancienne où il me dit, le patron d'une boîte, il est à 8h du matin dans les bureaux, il ferme les bureaux à 8h du soir, et les vacances, c'est dans le bureau, quoi. Il avait encore cette vision-là. Et moi, je lui ai dit, non, ça, c'était peut-être ta vision, mais c'est pas la mienne. Moi, je vais en vacances avec ma femme et mes enfants, je suis au dîner avec ma femme et mes enfants, je suis au petit déjeuner avec ma femme et mes enfants, et entre les deux, je bosse. Entre les deux, je bosse à fond, mais c'est dans l'ordre ma famille, ensuite mes business.
Ah, Voilà. et je sais pas si t'en as connu, mais sûrement des entrepreneurs qui à un moment ont tout donné et même s'ils ont très bien gagné, Mais ils ont des parfois regrets. regrettent. Ouais. Bien sûr, j'en ai Ouais, connu ont plein. perdu femme, enfant. Mais plein, j'en ouais. connais. Plein. Et donc ça, moi, c'était pas question pour moi. Ça. Mais parce que tu l'avais observé ou tu le sentais que c'était comme ça que toi t'avais envie de faire? Ah, moi, c'est Ou comme ça t'avais que j'avais déjà envie de faire. observé C'est comme ça que j'avais envie de faire. Et il y a aussi l'observation. Moi, j'avais un amour et une admiration infinie pour mon père, mais le fait est que j'ai jamais joué à une partie de quoi que ce soit avec mon père. De toute ma vie. J'ai jamais fait un Monopoly, un jeu de cartes, rien. Mais je peux pas lui en vouloir. Le mec faisait des trucs incroyables. Il s'occupait de l'OM, il faisait de la politique, il remontait des boîtes. Bon. Puis la vie d'artiste. Mais, tout. mais il passait pas du tout de temps Ouais. avec ses enfants, quoi, moi inclus. Alors après, il a passé beaucoup de temps avec moi parce que j'adorais, moi, traîner, être dans le bureau avec lui, observer ce qui se passait. Ça a participé à mon éducation business, d'ailleurs. Ça, c'était à de- quelle période de ta vie d'entrepreneur, cette observation? Beaucoup plus jeune avant de lancer les boîtes ou... Ah oui, beaucoup plus Ouais. jeune. Ouais. Ouais, moi, je traînais dans le bureau de mon père dès l'âge de 12-13 ans et j'adorais traîner là. Et puis, comme j'étais bon à l'école, j'étais bon en anglais. Donc j'étais assez vite presque bilingue anglais à 14-15 ans et mon père était nul en anglais. Donc après c'est lui qui me demandait dès qu'il y avait une discussion en anglais de venir traduire. En particulier, j'adore. sur les négos des joueurs de foot. Donc Génial. à chaque fois qu'il y avait un agent et qu'il fallait parler anglais, c'est Faut moi pas qui le confondre 100 and 1000. T'as raison. Génial. Ben, justement, ça m'a une question que j'ai depuis le début. Qu'est-ce que t'as appris en fait? Qu'est-ce que t'as appris de lui, d'entrepreneur à entrepreneur, et que t'as mis en application dans ta vie Les méthodes d'entrepreneur? d'analyse. Ça, ce que je te décris sur les méthodes d'analyse d'un marché et d'une entreprise. Donc ce screening qu'il avait, j'ai compris comment il le faisait. Je l'ai appris aussi chez McKinsey. Hein. Ouais, mais Je l'ai appris même beaucoup c'est plus un en peu détail chez deux McKinsey. écoles très différentes, quoi. Pas si différentes Ouais. que ça. Alors, mon père était beaucoup plus à l'instinct que McKinsey. Quand il rachète la Provence, jamais McKinsey n'aurait conseillé de racheter un titre de la Ouais. PQR, tu vois. Et moi, j'ai dit à mon père, mais qu'est-ce que tu fous de racheter la Provence? Tu vas perdre tout ce que tu veux là-dedans. Il m'a dit, t'inquiète pas, laisse-moi faire. Bon, il l'a racheté 45, il l'a vendu 80 millions, hein. Un titre de presse. C'était pas, c'est c'est rare. pas, et c'est Hein. pas un sujet facile. Et c'est pas un sujet Ouais. facile. Mais, Ouais. Et encore une fois, il a eu le nez. Parce que là-dessus, bon, c'est pas un hasard qu'il soit allé dans les top 10 des fortunes françaises en 7 ans, c'est qu'il avait un nez exceptionnel. Parce sur que les les journalistes de la Provence faisaient pas de rachat de crédit. non, pas du tout, alors là. Oh, attends, j'ai une anecdote magnifique comme ça. Quand il va, tu disais, qu'est-ce que tu dis aux équipes quand tu arrives? Qu'est-ce que dit mon père aux équipes de la Provence quand il arrive? T'as un mec qui pose la question, t'as tous les gens de la Provence, c'est 600 personnes. Hein. Et un mec qui pose la question, est-ce que vous allez faire comme à l'OM? Il dit, c'est-à-dire? Bah, il paraît qu'à l'OM, c'est vous qui faisiez tout, vous vous occupiez du recrutement, vous vous occupiez de la feuille de match, vous occupiez de tout, etc. Vous allez faire pareil à la Provence? Et mon père leur répond, ah non, parce qu'il y a une très grosse différence. J'adore les footballeurs. Et il laisse un blanc comme ça. Tu vois la tronche des journalistes. Ah ouais. C'était une manière Vraiment pas de... mal, celle-là. Il leur dit, Toi qui le connaissais, c'était une manière de poser le cadre en mode je décide ou c'était une manière de tester aussi un peu le public? C'était sincère, parce qu'il était tout le temps sincère, lui. Donc, sincèrement, il pouvait pas blairer les journalistes. Donc, il leur a fait comprendre qu'il voulait surtout pas se mêler de leur truc, parce qu'il aime pas leur métier, quoi. Donc, voilà, il allait pas se régaler à faire manager ça au un journal. quotidien, ouais. Et il l'a pris, là, dans une pure logique de business. Ouais. Mais il avait pas d'amour pour le sujet. Ouais, parce alors que le qu'il foot, en avait un pour le ouais, foot. Le foot, il a pas fait ça pour l'argent. Pas du tout. C'était une passion. Ouais. C'était une passion. Alors, entre parenthèses, si on lui avait pas scié la branche, l'Olympique de Marseille aurait gagné probablement d'autres Ligues des Champions et vaudrait extrêmement cher. Parce que tu as Ouais. vu, Bien sûr, aujourd'hui. la valorisation des clubs aujourd'hui, sûr. c'est dingue. Je reviens sur nos Nos petites affaires. petites histoires de cash Exactement. out. Nos petites histoires. Donc moi je suis curieux de savoir, t'as décidé un moment, t'étais pas vendeur, les avocats viennent te voir avec un repreneur potentiel. Je veux bien que tu nous, pareil, on fait la petite souris, on est dans les coulisses, on ouvre la porte, alors c'était peut-être toi qui les as reçus, mais où est-ce que ça se passe, ce premier échange d'entrepreneur-entrepreneur, en tout cas avec le dirigeant de la boîte? Qu'est-ce qui se dit? Et puis juste à un moment, c'est aussi une question de ressenti, T'as le montant qui est clé, mais tu revends pas forcément non plus à n'importe qui, et donc c'est aussi une question de feeling.
Mais je vais t'avouer que pas vraiment. Ok. Pas vraiment, parce que comme Comme t'avais je pas vends cette 100% émotion de mes de- actions et j'ai pas d'attachement particulier au Ouais. secteur. Après, bon, si le type il sortait de nulle part, etc., j'aurais hésité, parce que quand même t'as quand même un attachement aux gens. Oui. Donc tu veux quand même confier la boîte entre de bonnes mains. Bon, mais le type venait de racheter un acteur pas majeur, mais pas mineur non plus, moyen de tableau, on va dire, du secteur. C'était une boîte qui marchait super fort à Sud 2000, gros bilan quand même. L'entrepreneur qui est derrière, c'est un mec qui a monté ça de zéro, donc un mec costaud. Voilà, un entrepreneur à l'ancienne. Il avait 70 ans. J'ai bien aimé en plus le mec, ouais. Entrepreneur à l'ancienne. Moi, j'aime bien. Les anciens, tu vois, très terre à terre et tout, j'aime bien ça. Donc, j'ai trouvé que ses équipes étaient bonnes aussi. Quand ils ont fait la due diligence, qu'ils sont venus nous renifler un peu, je voyais que c'était les bonnes questions, ils regardaient aux bons endroits. Tu sais, t'essayes toujours d'habiller un peu la mariée. Bon, ils t'ont détricoté la mariée quand elle était un peu trop bien habillée. Bref, les mecs étaient bons. Donc voilà, j'ai trouvé que les mecs étaient bons. C'était que le quoi la fondateur- dentelle qui dépassait trop à l'époque? Bah, il y avait un petit peu de dentelle sur la trésor parce que moi, j'avais du compte courant. Je dis, bah, attends, je vais me rembourser mon compte courant avant de céder. Et ils m'ont dit, attends, l'offre qu'on a faite, c'est avec la trésor telle qu'elle est, hein, on touche pas. Bah oui. Ben oui, et oui. Bah, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, cet entrepreneur vieux de la vieille débarque, j'imagine, avec les avocats. Ouais. Il y a le sujet, il y a la vision, mais c'est quoi les premiers mots et sur quoi se conclut ce premier échange? Bah, le premier échange, il se conclut sur le fait, comme je t'ai dit, que j'ai un peu joué la Vierge effarouchée. Je lui ai dit, ah bah non, mais si vous êtes sur ces fourchettes-là, c'est même pas la peine qu'on parle. Moi, Donc il y a déjà une offre sur la table dès le premier rendez-vous. dès le premier rendez-vous, Ouais. il y a une offre sur la table. C'est toi qui leur demande de se positionner ou c'est Non. eux qui arrivent Non, structurés là-dessus? Non, parce que quand mes avocats viennent me dire on a un acheteur potentiel, j'ai dit c'est un acheteur potentiel à combien? Ils disent on ne sait pas exactement. Je dis bah, déjà renseignez-vous et puis on en reparle parce que si c'est pour parler dans le vide, j'ai pas besoin de. Donc renseignez-vous sur l'enveloppe qu'il a en tête. Si l'enveloppe me semble crédible, on s'assoit. Donc tu avais l'info, l'enveloppe était crédible, Ouais. tu le fais venir pour lui dire non, Exactement. Exactement. Je le fais venir pour lui dire non. en sachant que tu lui dirais non. Ah oui. Oui. Et sincèrement, s'il n'avait pas bougé son offre, je disais non. Hein. Je disais non Mhm. jusqu'au bout. C'était pas juste un jeu. Non, oui, faut... Voilà, je disais non. Je dis là, vous êtes encore un peu trop loin de ce que je veux pour lâcher la boîte parce que je sais très bien quelles sont ses perspectives. Je sais très bien vers où je peux la mener. Et c'était la vérité. Je sais que si je fais 2-3 ans de plus, au lieu de 3 millions, je la monte à 4, à 5. Mais au prix de beaucoup d'efforts et sans pouvoir non plus la monter au ciel, quoi. Parce qu'elle a une limite intrinsèque. Voilà. Tu disais tout à l'heure, le jour du signing, ça a été relativement facile, tout était prévu, mais qu'il y a quand même eu des petites montagnes russes, des petites turbulences pendant la négo. Oui, un tout petit peu. Oh, bah, c'est toujours pareil sur les histoires de due diligence, tu sais, quand tu dois fournir des tas de papiers, des tas de justificatifs, des tas de trucs, bah t'as tout le temps un peu des tensions, t'as tout le temps des petites tentatives d'essayer de renégocier des petits bouts en disant ah oui mais ça c'est pas exactement ce qu'on avait attendu, alors peut-être qu'il va falloir. Et alors moi là-dessus j'étais intraitable. Moi je leur dis non, vous allez pas toucher au prix. Si vous voulez toucher au prix, on arrête tout. Mais si tu touches pas au prix, tu touches à quoi? Non mais bien sûr, mais les mecs tentent. Parce que dans la négo, à la fin, c'est... Non mais les mecs tentent, c'est classique, sûr. surtout si t'en as fait plusieurs des sessions, tu le sais bien, le type, même si t'as dit ok, à la fin il t'a donné l'offre que tu voulais, en cours de négo, il va essayer de te toujours, gratter bien sûr. quelque chose. Voilà. Mais toi, toi, tu restes super droit dans tes bottes, à ce moment-là, tu Ouais. ne bouges pas. Mm. Et à ce moment-là, tu as eu des discussions avec d'autres gens. Non. Moi je suis hyper réglo là-dessus, j'ai dit qu'on entrait dans une période de négociation exclusive et je suis resté dès le dans ma début. négociation exclusive. D'accord. Voilà. Donc le gars en face, il sait qu'il est tout seul. Ouais. D'accord. Parce que mais il sait qu'en amont, tu avais parlé à personne. T'as toujours géré cette transparence-là et cette exclusivité-là dans tous tes deals, où là, Non. ça se faisait comme ça, Non. sachant que t'étais pas vendeur. Non, live Tant betting, qu'à- j'ai eu plusieurs offres et il n'y avait pas d'exclusivité avec personne. Donc là, c'était au mieux 10 ans au plus rapide. Parce que le live betting, j'avais prévu exactement ce qui allait se passer, que la France ouvrirait son marché des jeux en ligne et que le lendemain, on aurait plusieurs offres de rachat. Et ça s'est produit comme je l'avais annoncé à mes deux associés. Et donc, on a eu plusieurs offres de rachat dès le lendemain. Et là, j'ai dit à Partouche et aux autres, bah, vous faites vite parce que moi, c'est celui qui dégaine le plus vite et le plus fort qui va avoir l'affaire.
En fait, moi, je pensais qu'on allait avoir des péripéties là dans les négos. Je suis désolé de te décevoir là-dessus. Mais raccroche-lui au nez à ce repreneur là. Je suis désolé. Bah, tu vois, tu vas faire un épisode plus court du coup si. Mais Non, il n'y a pas eu énormément de rebondissements sur cette session. et du coup, il y a aussi ton plan pour la suite. Ouais. Parce que toi, j'imagine à ce moment-là, bah, les gars, ils attendent quoi de toi ? Ils veulent te garder, ils veulent que tu continues à développer la boîte, ils veulent que tu prennes un rôle. Non, eux-mêmes veulent reprendre la main complètement en interne, ont déjà le type qu'il faut pour ça, parce que la boîte moyen niveau qu'ils ont acheté, ils sont fans du dirigeant, ils pensent que le dirigeant est super fort. Il s'est révélé qu'il l'avait un peu surestimé d'ailleurs, peu importe, j'étais sorti de l'histoire. Donc ils voulaient le mettre lui. Ça m'allait très bien. Moi, je ne voulais pas une période de transition. Si on m'en avait demandé une, comme ça avait été le cas avec Partouche quelques années avant, T'aurais je l'aurais accepté. Mais ils m'ont dit, pas besoin, vous pouvez partir en retraite tranquille. Et en l'occurrence, tant mieux. Et c'était un deal full cash alors. Full cash, absolument. Sur ce DG, cet entrepreneur qu'ils ont racheté, enfin dont ils ont racheté la boîte et qui va a priori prendre ta place, le projet c'était qu'ils prennent la succession du vieux bonhomme, enfin 70 ans. Ah non, Non, le même vieux pas. bonhomme, lui, il est à la tête d'Assu 2000. Ouais, Lui, il reste à la tête de son groupe. Hein. jusqu'au bout. Ah oui, Il tout n'a à pas fait. prévu le plan de succession. Le concernant lui Ouais. Ah non, pas du tout. Non. Et ça n'est qu'une diversification d'activités au sein de son groupe. Et donc, il a pris pour mettre à la tête de cette diversification le patron Le mec, de la ok. petite boîte. Les mecs qui rachètent des boîtes à 70 ans, J'adore. c'est les guerriers, c'est ceux qui vont au bout, quoi. Ah bah complètement. Ouais, Et ils veulent le cas. mourir sur scène, quoi. Ah, complètement. Un guerrier, le mec. Ouais, mais en même temps, quand t'as un empire, c'est bien de savoir ce que tu vas en faire et. Ouais, mais ça, c'était son problème à lui. Moi, Et t'as la suite de l'histoire ? La suite de l'histoire, c'est que... Pas ça la s'est- tienne dans le groupe, Oui, on oui, va en tout à parler. fait, ouais. La suite de l'histoire de BC Finance au sein d'Assu 2000, ça s'est pas mal passé, mais moins bien qu'ils avaient anticipé. Et je pense qu'ils avaient peut-être un peu surcoté le gars qu'ils avaient en tête. Je sais pas. Après, très honnêtement, j'ai suivi ça de loin. Ouais. Moi, Une fois que t'es sorti, t'es sorti. J'étais à Miami dans ma maison à me dorer au soleil et j'étais très content que ce soit le cas. Eh ben, Ne nous spoile pas la suite. ouais, non, mais la suite, c'est On y tout de va, suite. on y va. Premier ou deuxième CD, ça, de Céline Dion ? Ah non, c'est deuxième, même plus que deuxième. C'est avec Avec Goldman. Ouais. On entend tout de suite que c'est Goldman. Ouais, hein. on l'entend, ouais. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et Une pause de combat. on ne change pas. On se donne le change, on croit que L'on fait des choix. Mais c'est une crainte là, tout près de l'apparence tremblante qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend pas. Quelle voix, hein? Non, mais tout l'album est ouf. Hein. Ouais. Et quelle voix fantastique. Donc, t'as vendu Hmm. et tu pars à Miami. Tu vois, j'ai choisi cette chanson pour dire on ne change pas. Même Et après la pourtant, vente. pour la première fois, tu vas rien faire. Exactement. Et je te demandais avant qu'on lance les caméras, mais est-ce que tu as eu ce vide, tu vois, de l'entrepreneur et parfois même qui est mal vécu? Non, moi je l'ai super bien vécu. D'abord parce que j'avais passé des vacances. Et ça a contribué à ma décision aussi. C'est que j'avais passé des vacances à Miami avec ma petite famille, ma femme, mes enfants, qu'on avait adoré cette ville. Moi j'ai toujours adoré les États-Unis. J'y suis allé plein de fois, y compris quand j'étais jeune adolescent. L'énergie de ce pays, ce côté entrepreneur qu'ils ont tous, j'adore. Alors ils ont plein de défauts aussi, hein, comme nous on en a plein, on est différents. Mais globalement j'aime On ne beaucoup ce change pays. pas.
Nous, on change pas, on empire, hein, mais malheureusement, bon. Et ça avait contribué parce que quand j'en parle avec ma femme et que je dis tiens, je rentre en égo pour peut-être céder la boîte qui est la plus importante, bah là, on se pose tous les deux et on se dit bon, bah qu'est-ce qu'on fait si je le fais ? Et là, elle me dit bah attends, si tu le fais, et si on allait à Miami, quoi. Miami, quoi. Voilà. Et moi, j'étais pas encore tout à fait calé sur Miami. Je voulais aller aux États-Unis, mais moi, je m'imaginais plus sur la côte ouest. Et puis, bah, évidemment, quand t'as l'homme qui veut aller sur la côte ouest et la femme sur la côte est, tu finis sur la côte est. Normal. Parce que les Américains ont ce C'est mieux proverbe. que l'Arizona en mode on fait moite-moite. Exactement. Les Américains ont ce proverbe tellement vrai, happy wife, happy life. Voilà. Donc, et en fait, je regrette pas parce que après, on est allé aussi en Californie, mais c'est vrai que Miami, c'est absolument fabuleux. Donc, ça a contribué à me décider à le faire, me projeter dans cette vie à Miami. Donc, voilà, on a fait le deal et on est parti vivre à Miami. Tu vends le combien ? À la date, honnêtement, je m'en souviens pas. On est en quel mois ? Je crois qu'on est en février 2016. Tu vas en février et t'arrives à Miami avec tes bagages en mai. En te disant, j'y vais pour un moment. Exactement. Alors, dans un premier temps... T'as pas de billet retour. Non, enfin t'es obligé parce que t'as pas le droit. Voilà, exactement. T'as pas de visa, donc t'es obligé d'avoir un billet retour. Mais au début, on y va en mode découverte. En plus, timing fantastique. J'ai un de mes associés, un des deux Français qui m'avait financé Live Betting, qui a triplé sa mise avec moi. Il était très content. Qui était propriétaire d'un super bel appartement au dernier étage d'une tour qui s'appelle Le Marquis à Miami et qui cette année-là, lui, décide de venir vivre à Paris. Et il a son appartement. Et je lui dis, attends, est-ce que tu peux me louer ton appartement ? On passe pas par une agence et tout le monde est content. Donc, on fait les 6 premiers mois dans l'appartement et de on mon lance ancien Airbnb. associé. Donc, voilà, les 6 mois découvertes à Miami où on a adoré. Ça nous a conforté dans l'idée qu'on voulait vivre là. Et au bout des 6 mois, on voulait avoir une maison. Parce que nous, on préfère avoir une maison et si possible avec accès à l'eau que d'être dans un appartement. Et donc, on a loué ensuite pendant 6 mois une maison, une petite maison. Et puis ensuite, on en a acheté une. Ça peut sembler long pour beaucoup d'entrepreneurs, 2 ans à rien faire. Bah moi, ça m'a pas semblé long. Alors, 1 an et demi m'a Ouais. pas semblé long. Les 6 derniers mois de cette trêve de 2 ans, là, on commençait à être long. La fibre entrepreneuriale. Mais au début, parce que en fait, tu étais entrepreneur donc depuis l'école de commerce, Ouais. en milieu d'école, quoi, Exactement. pendant ton Deuxième stage, année le stage d'école que de tu t'es commerce. créé. Oui, Et entre-temps, tu as toujours été entrepreneur. à l'exception de 2 ans chez McKinsey. Oui. Ah oui. Et l'année Ouais, mais de t'as transition bossé. Partouche. Ouais, t'as bossé aussi. Ah oui, je bossais. Donc tu as toujours bossé. Ouais. Et là, tu te retrouves Rien à faire. rien à faire. Alors, un petit peu à faire quand même, parce qu'il me restait... j'ai cédé BC Finance en premier, mais j'ai cédé Achat Or et Argent 2 ans après. Mais j'étais très très peu actif sur Achat Or et Argent, parce que il fallait lancer le truc, après ça tournait tout seul. Donc je suivais quand même un peu de loin ce qui se passait sur Achat Or et Argent, mais c'est vrai que j'étais plus actif. Ouais. Je reconnais que j'étais plus actif, mais je te dis, je le vivais très très bien. Et je me suis remis au paris sportif. Donc oui, parce que quand j'ai vu le prix des écoles... C'était le seul moyen. Ah mais c'est un truc de malade. Non, c'était pas le seul moyen, heureusement, mais j'avais pas envie d'aller chercher dans ce que je venais de gagner pour payer $80 000 l'année pour l'école des 2 enfants, quoi. Parce que c'est $80 000 l'année, c'est 40 000 par école. Hein. Quand tu veux le mettre dans une bonne école à Miami, c'est 40 000 l'année. Donc ma femme, elle voit le montant de l'école, elle tombe de sa chaise. Je lui ai dit, chérie, rassure-toi, j'ai du temps. Ce sont les paris sportifs qui vont nous payer l'école. Et Ouais, ça aurait... Enfin... Et les paris m'ont fait, j'ai fait 100 000 la première année, 120 000 la deuxième année, sur les paris. Ouais, parce qu'on se rend pas Non, mais on compte est quand obligé de est rappeler français. qu'on peut perdre. Ouais. Ah bah oui, oui. Principe. Ah bah si on sait pas le faire, il faut pas le faire. Hein. Ouais. Surtout Ouais, pas. ouais. Et puis il faut pas oublier que effectivement en tant que Français, on n'a pas l'habitude de ça, mais payer les écoles, payer les hôpitaux, payer Ah, le dentiste, les assurances, tout. ça coûte très cher. Ah bah, le dentiste, faut surtout pas y aller. Ouais. N'allez jamais chez le dentiste aux États-Unis. Hein. C'est le mec vous invente 4 caries de trous, machin, vous colle pour $20 000 alors qu'il n'y a rien. Vous allez voir le Mais dentiste d'ailleurs, t'as français. un très beau dentier. Hein. Non, ce sont mes dents naturelles. Oui, non, mais ça coûte très cher. La vie à Miami coûte très cher, mais tu n'as pas de taxes. Ouais. Donc attention, tu dépenses beaucoup dans ta vie, mais tu payes pas beaucoup d'impôts. Donc à choisir, je préfère ça que le contraire. Hein, payer beaucoup d'impôts et ne pas dépenser beaucoup pour le reste pour faire Non, je suis marcher d'accord. l'économie. Bon. Je suis d'accord. Peut-être un entre-deux. Je reviens à la nuance. Hein.
Thomas, ils sont tristes. Et en même temps. Et en même temps. Donc ces 2 ans, tu vas les occuper simplement à être libre de ton temps. Et tu parles de ces 6 derniers mois où quand même ça commence à trotter. Ouais. Et là, il y a l'envie d'entreprendre qui te rattrape. Ouais. Fourmis dans les jambes. Alors d'abord, il n'y a pas que l'envie d'entreprendre qui m'attrape, c'est que pour rester aux États-Unis, Il faut une raison. il faut une raison. Hein, il faut que tu sois contributif quelque part. Il faut que tu apportes de la valeur. Sinon, t'es gentil, mais t'es touriste, tu te casses. Donc là, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour justifier? Alors, t'as plein de Français qui montent des business bidons. Quand je dis business bidon, c'est les Français qui s'installent à Miami en général, dans mon cas, donc des gens qui viennent de céder leur boîte, ont un peu d'argent, ils veulent simplement un business pour pouvoir dire qu'ils restent. Ils te montent une boulangerie, ils te montent, on a des copains, ils ont monté un glacier, donc une boutique de glace avec des parfums censés être français. Le truc fait 3 sous de chiffre d'affaires, ils s'en foutent, c'est pour avoir leur Vanille visa. Bourbon. Voilà, exactement. Bon, donc moi je commence à partir sur un truc comme ça. Dans mes contacts de feu, la société IST, qui m'a coûté très cher, cette société, j'avais quand même quelques business au sein d'IST, à part cette fille qui m'a arnaqué, qui tournait pas mal. Et j'avais connu un mec qui était très bon dans l'import-export et qui voulait se lancer sur les États-Unis. Donc je me dis, tiens, et si je faisais une JV avec lui pour lancer? En plus, à ce moment-là, on a un taux euro-dollar qui est hyper favorable. Donc on peut être compétitif. Parce que le dollar avait vachement monté par rapport à l'euro. Et donc, on peut être compétitif avec des prix en euros. Ce qu'on ne pouvait pas être 2 ans avant. Donc, je commence à bosser un peu là-dessus. Je fais 2-3 salons avec lui. Mais pour vendre quoi, pardon? Pour vendre des trucs à la con, des calissons, des bonbons français, des tas de trucs français. Des tas de trucs français comme ça. Des fromages. Des tas de trucs français. Mais tu vois, En vrai, c'est un moment, tu vas vite te faire... Ah mais complètement, mais je fais 2 salons avec lui, je me dis qu'est-ce que je fous là avec mes... Ils sont bons mes calissons, qu'est-ce que ils je fous sont là bons mes avec mes calissons. calissons, mes trucs de fromage. C'était que pour avoir le visa, tu vois. Puis je me suis dit non, je vais trop me faire chier, même pour le visa, j'ai pas envie de faire ça. Donc je lui ai dit écoute, finalement moi j'ai pas envie d'aller plus loin. Puis en plus je crois qu'il y a pas un très gros potentiel. Puis c'est tellement Puis ils lié. sont dégueux les calissons. Ah non, il était super bon pour le coup. Et puis non mais c'était en plus un business qui était complètement dépendant du taux euro-dollar. Si ça repart dans l'autre sens, t'es plus compétitif du jour au lendemain, tu vois. Donc bon, ça a été une tentative avortée de trouver un business qui permette de rester. Et puis là, voilà, on arrive à août 2018. Donc et ça fait 1 an et demi pile, puisque février 2016, août 2018, ça fait pile 18 mois que j'ai vendu. Et là, tu rencontres Will Smith. Non, là, je lis cet article qui m'interpelle sur les ventes d'hypercars dans le monde, ce marché qui a explosé. Et c'est là que je décide, 1 mois après, de me lancer à nouveau dans l'entrepreneuriat. Je disais, tu rencontres Will Smith. All right, Tone, get the plane. Oui, Will Smith, Miami. exactement. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, Dino a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going Into Miami. Et là, tu te dis, si je dois faire du rap, il me faut une belle bagnole. Ah oui. Et c'est comme ça que l'aventure est née. J'ai toujours C'est eu des moi belles qui fais le bagnoles. storytelling en fait. J'ai toujours eu des belles bagnoles parce que c'est ma seule passion matérielle. C'est le seul truc matériel qui m'excite. Mais ça, pour le coup, ça m'excite fort, tu vois. Donc, j'ai eu au fur et à mesure que j'ai vendu des boîtes et progressé dans la vie. J'ai commencé avec ma vieille Porsche 911 Turbo après mes tournois de foot en 96, mais qui marchait déjà très fort. 380 chevaux pour 1200 kilos, avec lesquels je faisais du circuit. Et puis après, je suis passé à Ferrari, Lamborghini,
Lamborghini, Aston Martin, McLaren, enfin le Big Five comme on dit. Donc j'ai eu des modèles de toutes ces marques. Puis à un et moment, j'adore tu ça. t'es dit, ouais, elles sont sympas, mais... Ouais, et à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien passer au hypercar. Ouais. Et puis voilà, quand j'ai lu cet article et que j'ai vu ce marché, la taille de ce marché et son évolution, j'ai dit, putain, mais ça, c'est un marché qu'il faut que je regarde de près. Parce que si, en plus d'être une bonne affaire, ça peut être une affaire dans ma passion, alors là, je gagne sur tous les tableaux, quoi. Et voilà, donc la décision a été prise assez vite. J'ai fait 1 mois d'études de marché, comme j'ai toujours fait, parce que je me suis jamais lancé non plus au hasard. Hein. Et 1 mois après, en septembre, j'ai décidé de me lancer dans ce métier. Aujourd'hui, on parle de Delage. Ouais. C'est Hypercar qui est devenu Delage Automobile. Mais la vision de Delage, c'est hyper tout. C'est ça. Hyper véhicule, hyper résidence et hyper expérience. Exactement. Avec une target, et je m'arrêterai là, 8000 milliardaires au monde et 28 000 centimillionnaires. C'est ça. Donc qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Exactement, tu as tout résumé. Et donc, j'annonce que tu deviens notre sponsor cash out pour les 20 prochaines années. Sinon, on sortira jamais l'épisode. Il est malin. Non, pardon. Mais je veux bien que tu nous racontes le projet de départ et maintenant la vision quelques années après, parce que lancé donc 2019. 18, pardon. 7 ans. On est en 2025, bientôt 26. Ouais, mais 7 ans, puisque j'ai démarré en septembre. Le kick-off du projet, c'était septembre 2018, donc ça fait 7 ans et 2 mois. Mais t'as dit, je vais péter Bugatti et consorts pour créer la plus belle marque automobile au monde. Je vais essayer, en tout cas, ouais. Alors, péter Bugatti, je prétends pas qu'on va être au-dessus de Bugatti, mais j'aimerais être dans la même sphère, en tout cas. Voilà. Et je pense qu'on peut être deuxième. C'est-à-dire que si je fais Pourquoi tu peux pas être premier ? Bugatti a beaucoup d'avance. Ça va être quelques années. Ah bah ils ont été repris en 98 et moi j'ai commencé mon projet en 2018. Donc ils ont pile 20 ans d'avance. 20 ans d'avance et les capitaux de Volkswagen derrière eux. Ouais. J'ai pas fait ma sortie au niveau des capitaux de Volkswagen quand même. Donc ça sera compliqué. Et alors qu'est-ce qui fait qu'on peut jouer dans la même cour sur le même circuit ? Ah bah, ce qui fait qu'on peut jouer sur la même course, c'est comme toujours, c'est tes produits. C'est tes produits. Si tu fais des produits qui sont compétitifs et qui peuvent rivaliser avec ceux de Bugatti, et qu'après en marketing t'es bon, que tu as le bon storytelling et que tu as les bonnes diversifications, ce que n'a pas fait Bugatti. Parce que leur défaut, c'est que ça reste un groupe d'automobiles géré par des Allemands de chez Volkswagen. C'est pas les plus créatifs du monde non plus. Et nous, on est déjà en diversification largement là pour le coup au niveau de Bugatti, puisque sur les projets immobiliers, on est sur quelque chose que Bugatti n'a pas fait. Donc, mais en fait, ton point, un peu comme les marques que tu as pu avoir avant, et notamment là, le retournement que tu as fait, dont on parle aujourd'hui, tu as vu un marché, et là, en l'occurrence, tu as vu une population où tu t'es dit, ces gens-là ne veulent pas que des voitures. Exactement, tu as tout compris. Ces gens-là aiment avoir des super véhicules, pas seulement des super voitures. Ils aiment avoir des superbes maisons et ils aiment vivre des superbes expériences. Et c'est ça qu'on veut construire. Une marque de référence sur ces 3 silos-là. Les véhicules, les résidences, les expériences. Pourquoi Delage ? Parce que c'est la plus belle marque de l'histoire française avec Bugatti. Très clairement, il n'y a pas de discussion quand tu regardes dans l'histoire. Ce sont les 2 seules marques françaises qui aient jamais été championnes du monde des Grands Prix, avant que ça prenne le nom Formule 1. Et jusqu'à sa disparition en 1953, Bugatti Delage a été la marque la plus récompensée en concours d'élégance au monde. Pas juste en France, au monde. La marque la plus titrée au monde. Et donc, comment récupérer une marque comme ça ? Là, j'ai eu un coup de chance dans le sens où... la première année, je l'ai consacrée vraiment aux études de la voiture et au positionnement produit. Quelle voiture, quel hypercar j'allais faire sur le marché. Et quand j'étais suffisamment avancé là-dessus, que mon équipe technique était constituée, que le design était fait, qu'on construisait le concept car, la voiture non roulante, la maquette, là, je me suis dit, bon, il va quand même falloir que je lui donne un nom à cette voiture. Donc, est-ce que je crée une marque de zéro ou est-ce que j'en reprends une ? Bon, bah là, t'as vite fait, quand tu fais l'étude, de te rendre compte que c'est beaucoup plus facile de réussir avec une marque existante, parce que tu récupères toute son aura, toute son histoire. Bien sûr. Donc encore faut-il pouvoir la reprendre. Exactement. Donc là, quand je me dis, OK, il vaut beaucoup mieux, d'un point de vue business, reprendre une marque existante que d'en créer une de zéro. Qu'est-ce qui existe comme marque qui n'existe plus ?
Et je voulais une française parce que je me voyais pas de légitimité à reprendre une marque anglaise ou italienne ou allemande. Donc il me fallait une française. Et Tu racontes ça parce qu'aujourd'hui, tu as pu l'avoir. Mais s'il avait fallu trouver une belle marque italienne, faute de mieux, t'aurais recréé. Non, j'aurais refait une autre marque française à ce moment-là. Ouais, t'aurais créé une marque française. Non, une ancienne. J'aurais pris une autre que Delage, moins belle, mais et qui t'aurait redonné de la noblesse. Voilà, d'ailleurs, tu sais, comme il faut jamais avoir tous ses œufs dans le même panier, pendant que je menais la négociation avec les propriétaires de la marque Delage, qui, c'est là qu'est le coup de chance, n'étaient pas des particuliers, mais une association loi 1901, but non lucratif, qui s'appelle Les Amis de Delage, qui a été fondée en 56, 3 ans après la faillite de Delage, par des anciens clients, des anciens salariés, des fans de la marque. En fait, c'est le fan club français. Parce que ce qui est magnifique avec cette marque, c'est 70 ans après sa disparition, tu as encore des fan clubs dans le monde entier. Pour te dire l'empreinte qu'elle a laissée. Donc, le fan club français est propriétaire de la marque en France, et c'est une association à but non lucratif. Donc, c'est plus facile de négocier un deal avec une association à but non lucratif qu'avec des héritiers qui vont tout de suite t'accueillir avec le fusil et les dollars dans les yeux. Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que à un moment, la passion, ça peut ne pas avoir de prix. Ouais, mais là, t'alimentes leur passion. Là, non, mais il a pas tort du tout, je te signale, Sacha. Thomas a raison, parce que sur les décideurs des Amis de Delage, j'ai eu des résistances. J'ai eu des mecs qui disaient, mais non, c'est une marque éteinte, ça doit rester un trésor comme ça. Il va en faire un truc commercial. Exactement. Il y a eu tout à fait ce genre de truc-là. Donc, il y a eu des débats internes très forts chez eux, et celui qui m'a aidé, c'est l'arrière-petit-fils de Louis Delage, le fondateur, qui s'appelle Patrick Delage, qui est magnifique. En plus, il a à peu près 70 ans, il a une barbe blanche. On dirait qu'on l'a téléporté des années 20, tu vois. Tellement il s'est imprégné de l'histoire de la marque. Il est dans les voitures de collection, il connaît toutes les anciennes Delage par cœur, les modèles, les années, tout. Et lui... Puis il veut raconter la suite. Exactement. Et lui, il leur a dit, messieurs, on va arrêter le débat tout de suite. 3e ligne des statuts des Amis de Delage, tout faire pour faire revivre la marque Delage. Donc n'oubliez pas, depuis 1956, on attend ça. Là, on a quelqu'un de crédible pour le faire, on le fait. Donc il m'a beaucoup aidé. Je peux te demander combien tu rachètes la marque ? Je ne l'ai pas racheté. J'ai les droits exclusifs d'exploitation avec une option d'achat. Pendant combien de temps ? Pendant 7 ans renouvelables. Mais pardon, je challenge un peu le truc, mais t'en fais une marque mondiale. Si j'en fais une marque mondiale, j'active mon option. Ah oui, donc c'est le prix est fixé. Ah, le prix est fixé, et je l'active quand je veux. Avec obligation d'achat et de revente. Non, il n'y a pas obligation de revente. Si j'active mon option, il n'y a pas d'autre choix que de la revendre. Ok. Oui, parce que sinon tu peux dire. Bien sûr que non. Je ne vais pas faire grandir la valeur de la marque pour négocier plus tard. Tu as commencé par nous dire je suis un bête en contrat. J'ai été étonné. Ok, très clair. Il y a l'option déjà fixée. Et donc tu disais en parallèle, tu as quand même regardé d'autres marques. Ouais, par exemple, j'ai regardé. Et tu en as racheté d'autres. Non. J'avais regardé la marque Delahaye, qui est très belle aussi, moins belle que Delage, mais belle, où j'avais commencé à discuter avec, là pour le coup c'était un héritier familial, mais depuis le début je voulais que ce soit Delage, et dès que j'ai vu que ça commençait à bien avancer avec Delage, j'ai été jusqu'au bout avec Delage. J'ai repris une autre marque qui est une marque d'un carrossier éteint, pas une marque d'automobile, qui s'appelait De Villard, parce que les plus belles Delage anciennes sont les Delage De Villard, qui se vendent pour plusieurs millions de dollars aux enchères dans les grandes collections. Et j'ai repris cette marque parce qu'à terme, j'ouvrirai un département De Villard au sein de Delage pour faire des hypercars one-off, c'est-à-dire des hypercars un seul exemplaire, pour des clients très très fortunés. J'adore. Mais là, ça dépasse l'entrepreneuriat, là. Il y a de la passion. Ah oui, il y a de la passion, mais ça reste de l'entrepreneuriat parce qu'on fait rien qui ne soit pas rentable. Ouais. Le type qui veut nous dire, oui, moi j'aimerais que vous me fassiez mon hypercar et qu'il y ait un seul exemplaire, il faudra qu'il mette le prix et on gagnera de l'argent dessus. Sinon, on ne le fait pas. Donc, je m'accommode très bien de mêler passion et business comme ça. C'est mieux quand c'est les deux. C'est magnifique quand c'est les deux. Ça met combien de temps de recréer ce niveau de standing d'automobile? 7 ans, comme tu vois. C'est la première qui sort. Les premières livrées, on la livre ce vendredi-là. Oui, dans 3 jours. Dans 3 jours, elle part à Roissy, elle décolle et elle arrive... Parce que t'as fait une voiture volante. Non, Pardon. Dans 3 jours, elle décolle, elle arrive à Miami la semaine prochaine.
Et le propriétaire qui n'est pas à Miami, qui est à Atlanta, a accepté qu'on utilise sa voiture pour faire pour faire un événement de présentation avec un des plus gros vendeurs d'hypercars du pays, qui s'appelle Warren Henry Auto Group, à Miami. Et voilà, donc il prête sa voiture avant qu'on lui livre. Mais voilà, la voiture part pour être livrée au premier client, la première livraison client. Et donc c'est beaucoup de satisfaction et d'émotion. Et fais-nous rêver, ça vaut combien ? Comment ? Fais-nous rêver, ça vaut Alors combien ? celle-là, elle est simple, elle est sans option, elle est à 2 millions d'euros. Ah ouais, simple. Ouais. Elle est toute simple. Et pour la clim avec ? Oui, c'est inclus. Ouais, c'est inclus, ouais. La clim, C'est pas une option, ça. la sono focale qui est la meilleure sono du monde, tout ça c'est inclus dedans quand même. Qu'est-ce qui est, alors justement, à ce niveau d'attente, d'exigence, d'expérience, c'est quoi l'option ? Alors, tu as 2 options majeures. Tu as l'option carbone exposé, c'est-à-dire qu'au lieu de peindre la voiture, tu la laisses en carbone. Toute la voiture est en carbone. Donc, tu peux la laisser en carbone et vernir le carbone. Ou pas, d'ailleurs. Tu pourrais la choisir d'aller en carbone brut. Bon, moi, je ne serais pas trop fan du carbone brut. Mais carbone verni, la deuxième, on est en train de la faire pour notre client indien en vert foncé carbone. Ça, c'est plus hype que peint. Ah bah oui. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rare. Et si moi j'étais acheteur d'hypercar, je l'achèterais comme ça, parce que même une Ferrari ou une Lamborghini ne sont pas faites en carbone, donc elles sont peintes, montre que tu as une voiture faite en carbone. C'est le summum. Ah oui, c'est ça, c'est pas de base c'est carbone et après tu peins ou tu peins pas. Si, de base elle est en carbone, et après, ou tu peins le carbone comme n'importe quelle voiture, et là c'est sans option donc, ou tu laisses en carbone. C'est comme si tu avais un avion de chasse, tu vois. Pardon, je suis désolé, mais là j'ai besoin que tu m'expliques. On fait les voitures en carbone. Ouais. Ok. Normalement, tu rajoutes de la matière dessus, du temps humain ou machine pour peindre. Oui. On pourrait dire que ça vaut plus cher. Ah non, ça vaut moins cher parce que tu dois le vernir le carbone. Donc d'abord, le process industriel de vernir le carbone est plus long et coûteux que le process de la peinture. D'accord. Et il y a surtout un autre facteur. Quand tu assembles tes panneaux en carbone de la voiture, si les fibres de carbone ne tombent pas d'une pièce à l'autre, l'une sur l'autre, tu t'en fous, ça va être peint. Personne ne le verra jamais. Mais quand tu es en carbone exposé, tu dois être parfait. C'est-à-dire que chaque pièce doit... donc dans la façon dont tu vas poser ton carbone dans le moule, c'est pas le même process si tu sais que c'est une finition carbone exposé. Parce que là, tu dois le poser au millimètre près. Et si tu as raté ton coup, tu la recommences ta pièce. Ouais. Voilà, c'est pour cette raison que c'est une option qui est coûteuse, qui est une option à 195 000 euros. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième grosse option, c'est le système de conversion. Car ça, c'est un truc unique. On est la seule hypercar au monde qui est ça. C'est une 3 voitures en une. C'est-à-dire que quand tu reçois ta voiture, c'est un coupé. Et il n'y a pas de porte. C'est un cockpit qui s'ouvre comme un avion de chasse. Et ce cockpit qui s'ouvre comme un avion de chasse, il y a 3 points de fixation. Il a 2 vérins sur les côtés et un point de fixation central. En moins de 10 minutes à 2 personnes, très simplement, tu les enlèves, ces points de fixation. Tu enlèves ce canopy. Et tu mets le deuxième, qui est un canopy speedster. Donc à ce moment-là, la voiture n'a pas de toit. C'est comme un cabriolet, un speedster. Ou le troisième, qui est un canopy F1. Là, il n'y a même plus de pare-brise. C'est-à-dire que tu es comme dans une F1, tu es à la tête ouverte, et tu dois, enfin, à l'air ouvert, et tu dois mettre un casque à ce moment-là. Donc tu peux avoir 3 expériences dans une seule voiture. Mais j'adore parce qu'on dirait, je suis désolé, mais c'est pas du tout péjoratif, mais j'associe presque ça à des jouets pour enfants où tu te réinventes ton histoire avec juste des choses que tu peux ajouter à ta petite voiture et qui fait rêver, quoi. Mais c'est ce que c'est. On dit que la seule chose qui change, c'est le prix des jouets. Ouais. C'est ça. C'est un jouet pour enfants. Et puis il faut un gros sapin de Noël pour la mettre sous le sapin. Exact. Et ça, c'est que la première étape du projet. Tout à fait. On a déjà annoncé qu'on mettait en chantier depuis 1 an le deuxième modèle, qui va s'appeler la Torpille 100A, parce que j'ai annoncé ça lors du Salon de Paris en octobre 1924. En octobre 2024, le lapsus révélateur. En octobre 2024, et j'ai annoncé qu'on refaisait la Torpille de 1924, car en 1924, Delage a établi le record du monde de vitesse sur route, avec une voiture qui s'appelait la Torpille, 230 km/h à l'époque, en 1924. Ah ouais. Et donc, j'ai trouvé que c'était magnifique de faire 100 ans après l'annonce qu'on recréait la Delage Torpille, 100A comme 100e anniversaire, avec le même objectif d'établir le record du monde de vitesse sur route. Et je peux garantir qu'on va le faire. Parce que la barrière pour le faire, c'est le pneu. Et c'est celui qui a le pneu qui résiste le plus qui peut faire le record. Okay. Et les meilleurs au monde, c'est Michelin.
Et Michelin, ils ont signé avec Delage. Donc, Ok. voilà. Les 3 prochaines années, on va les consacrer à ça. J'allais dire Et quand t'annonces t'annonces. Ouais. t'annonces quelle vitesse? J'annonce pas encore de vitesse, mais ce sera au-dessus de 500 km/h. Waouh. Mm. C'est aussi rapide que le TGV, quoi. Plus. Non, je parle de TGV en record de vitesse. Le record de vitesse du TGV, si je me trompe pas, je crois que c'est 515. Ouais, c'est possible. Et Ouais. je pense qu'on va viser au-dessus. Quand t'annonces un truc comme ça, Tu sais que pour la petite histoire, je l'ai fait ça, moi, une fois de la course avec le TGV. hein. Ah ouais. Sur une remontée de Marseille vers Paris, il y avait une portion d'autoroute qui va vers Lyon, et j'avais le TGV à côté, et j'allais plus vite. Quelle voiture? Une Porsche 997 GT2 qui faisait 800 chevaux, qui est la voiture la plus rapide que j'ai jamais eue, qui a failli me coûter un divorce. Parce que je m'entends très très bien avec ma femme, sauf sur ce plan-là. J'ai eu la mauvaise idée de prendre la photo de mon compteur et elle est tombée sur cette photo. Et là, ça s'est pas très bien passé entre nous. si ça aurait pu te coûter la vie potentiellement, le divorce. C'est vrai, mais ça, je me pose jamais cette question, Ouais. malheureusement. Mais ouais, t'as raison, c'est vrai. Pardon, hein, je voulais pas faire le rabat-joie, mais en la même sécurité temps. routière. hein. Mais en même temps, un peu de nuance. Ouais. Un peu quand même. Quand tu annonces un projet comme ça, t'as pas tous les concurrents qui ont envie de se mettre en face et de dire on va le battre. Potentiellement, oui, mais après, comme je te le dis... T'as le meilleur partenaire. T'as le meilleur partenaire au monde. Et j'ai travaillé 3 ans pour avoir ce contrat. Pour moi, c'est le contrat le plus important que j'ai signé depuis que j'ai créé toute ta Delage. Peut-être pas de toute ma vie, mais en tout cas, depuis l'histoire de Delage, ce contrat avec Michelin, pour moi, est le plus important. Parce que c'est celui qui va me permettre de battre le record du monde de vitesse. Et donc, les médias, et donc Voilà, tout. Le jour où la Torpille 100A établit le record du monde de vitesse sur route, c'est fini, quoi. C'est gagné, ouais, en partie. Ouais. Ouais. Oh oui. Ouais, tu peux considérer T'as que fait c'est... le jeu. Je suis déjà rentable, Alors. je suis déjà en résultat d'exploitation positif, alors que on est au tout début, qu'on commence les premières livraisons. Quand on en sera au stade où on a le record mondial de vitesse sur route, ce sera encore Résultat beaucoup plus fort. d'exploitation positif, parce qu'il y a plein de précommandes. Il n'y en a pas plein. hein. J'ai Non. quelques unités, je ne vais pas te dire le chiffre Ok. exact, mais j'ai quelques unités commandées, mais des vraies commandes, dans le sens, moi je parle de commandes quand j'ai reçu l'acompte irrévocable. Pour moi, c'est pas une commande, un contrat signé où il n'y a pas d'argent versé, Ouais. j'appelle pas ça une commande. Et j'en ai eu, hein, parce que malheureusement, la plaie de ce métier, c'est les mythos. Tu as des mythos. T'en as qui te font croire qu'ils sont blindés, qui te font croire qu'ils vont t'acheter. J'en ai eu un jour un mec qui m'a dit qu'il en a acheté 5, à lui tout seul. Alors, il m'a choisi les couleurs, machin, évidemment, j'ai jamais vu l'argent. Donc, moi, je parle de commande quand j'ai reçu un acompte sur mon compte bancaire et que cet acompte est irrévocable. Donc, s'il va pas au bout, il perd son acompte. Ce qui m'intéresse, et tu vois, en fait, on peut vite faire 2h30, hein. Mais tu as parlé de ce contrat qui met 3 ans. Ouais. Et je suis curieux de savoir, parce qu'une fois qu'on verra le record là, du Ouais. monde, que Mhm. touche du bois, Ouais. ce sera né d'un contrat qui a démarré 3 ans avant, et parfois c'est Qui aura Un même coup- démarré 6 ans avant, puisqu'il va nous falloir Ouais. 3 ans pour le faire. des fois c'est un coup de culot, des fois c'est un appel, des fois c'est... Comment t'as organisé ça avec ce projet en tête? Alors, je vais te dire, c'est une jolie histoire d'ailleurs. La première mondiale de la voiture, là, de l'âge des 12, on l'a faite en Angleterre au Goodwood Festival of Speed, car Michelin est main sponsor de l'événement, et Michelin a le droit d'inviter chaque année la marque ou la voiture qu'ils veulent. Bon, et j'ai un type à l'époque qui bosse chez nous, qui connaît des gens de chez Michelin, et il obtient que Michelin invite la Delage des 12, donc c'est la voiture officielle invitée de Michelin. Et ils le font parce qu'en plus c'est sa première mondiale, c'est la première fois qu'on va la voir tourner pour de vrai, c'est la vraie voiture, c'est plus la maquette. Le prototype, ouais. Donc on se retrouve dans le stand Michelin au sein du Goodwood Festival of Speed, et il y a un moment où je suis devant ma voiture, un type vient à côté de moi, et il me parle, et je reconnais à son accent qu'il est italien, parce qu'il parle français avec l'accent italien. Et je me mets à lui parler en italien, et on parle pendant 10-15 minutes de bagnole d'Italie. Il me dit, mais tu parles super bien italien, comment ça se fait? Et je lui dis que j'ai un amour fou pour l'Italie, que j'ai appris l'italien uniquement par amour pour le pays, que je m'en sers pas pour autre chose. Et je lui parle de l'Italie, des endroits où je suis allé en Italie. Et on dérive des voitures à l'Italie À la base pendant c'était 20 pour minutes. draguer.
Non, c'est un mec. Non, pardon, l'apprentissage de l'italien. Non, même pas, non. Même pas, je t'ai dit, je suis depuis trop longtemps avec ma femme pour avoir besoin de ça. Donc, non. Et au bout de ces 30 minutes où le mec, on a un coup de foudre mutuel, parce que d'abord, on voit qu'on adore les bagnoles, et ensuite, lui est italien et voit un Français qui aime son pays, qui le connaît vraiment à fond. Et au bout de 35 minutes, je dis, au fait, tu fais quoi? Il me dit, je suis patron des projets spéciaux chez Michelin. Je dis, mais putain, mais c'est fantastique ça. Je viens de faire 35 minutes de folie avec un mec qui est le mec que je cherche. Celui qui va peut-être pouvoir m'aider à faire un pneu exceptionnel. Donc on est resté en contact depuis. Lui a poussé à fond en interne pour que ça se fasse. Pardon, à ce moment-là, tu lui parles pas encore de ton projet ou dès cette rencontre-là, moi j'avais déjà. Dis, on va là. J'avais déjà le projet, Je lui en parle et ça a mis 3 ans parce que je pense que la direction de Michelin devait considérer qu'on était trop start-up pour tenir la route sur la durée. Voilà, il voulait voir. Et puis c'est l'émission qu'on a faite le 15 juin dernier avec Turbo, qui a été diffusée le 15 juin dernier, qui a tout changé. 15 jours après, j'avais le contrat sur la table. Parce qu'ils ont vu qu'on n'était plus une start-up. Je l'avais fait pour ça, cette émission. C'était pour montrer à tout le monde où on était. Donc il y a Jacques Villeneuve qui conduit la voiture, il y a les animateurs qui conduisent la voiture sur route, il y a Tony Parker qui a commandé une voiture qui la configure dans l'usine. On voit l'usine, elle montre toute l'histoire industrielle et de la marque. Rapidement la suite, donc l'immobilier. Alors l'immobilier, oui. Ça c'est déjà... il y a déjà 2 projets qui sont en cours. Un premier que j'ai signé en 2024 où j'ai eu l'idée de faire un projet de village du luxe à la française. Parce que partout où je vais dans le monde, dès que je dis que je suis français, les gens, la France, Paris, la Tour Eiffel, la gastronomie. Enfin, on a encore cette force de faire rêver le monde entier par notre culture. Donc tu vas créer des mini-Paris partout ? C'est un peu l'idée. Au départ, c'était de faire ça, c'était de faire donc vraiment des villages à la française, sous la marque de l'âge et avec le concept d'avoir un circuit pas loin pour mêler résidence et circuit et automobile. Et on a signé un premier projet en Chine, sur l'île de Hainan, qui est complètement au sud de la Chine, qui est un très gros projet, qui est un projet à 1 milliard d'euros, avec comme architecte Villemotte, qui est dans le top 3 des architectes français les plus connus au monde, et les autorités chinoises, puisque tout passe par le gouvernement central, c'est eux qui ont décidé que ça se ferait à Hainan. Donc ils nous ont fait signer le MOU avec le gouvernement provincial de Hainan. Ils ont décidé que ce serait à Sanya, qui est le sud de Hainan, qui est la capitale du yachting, et qui est là où il y a tous les hôtels de luxe. Tous les hôtels de luxe, Ritz-Carlton, Shangri-La, Banyan Tree, etc., sont là-bas. Donc, ils ont dit, pour faire un projet de luxe, allez là où il y a le luxe. Donc, c'est pas con. Voilà. Alors, par contre, ça va pas démarrer tout de suite. Ça démarrera fin 2026, voire début 2027. Ils veulent que le luxe remonte, parce que le luxe a eu un énorme trou d'air en Chine. Ah ouais. Toutes les valeurs du luxe sont complètement rétamées à partir de 2024. Et puis là, c'est en train de frémir. Je vois de plus en plus d'articles qui disent que LVMH vient de refaire ses meilleures ventes depuis 3 ans. Ça repart. Ce que nous avait dit le gouvernement. Ils nous ont dit ça repartira vraiment d'ici fin 2026. Là, on pourra commencer à faire le village. Donc ça, c'est un premier projet. Et un deuxième que je viens de signer il y a 15 jours. Mais là, il faut quand même que j'aille chercher l'equity. J'ai signé un rapprochement avec un groupe de Français, 3 Français, qui ont monté un projet sublime à Miami, qui est de faire une des villas, si ce n'est la villa la plus spectaculaire de Miami, à Miami Beach, en face de l'hôtel Fontainebleau. Pour ceux qui connaissent Miami, c'est une référence. Sur le canal qui est le plus prestigieux canal de Miami, qui est celui où est organisé le Miami Yacht Show, le plus gros terrain qui restait. Donc, ils ont acheté le plus gros terrain qui restait à cet endroit-là il y a 3 ans. Qu'ils ont payé 10 millions de dollars. Ils ont des offres aujourd'hui à 20 millions de dollars pour le même terrain. Et ils ont signé de faire une maison d'exception, 4500 mètres carrés, avec Stark. En fait, ils ont signé de faire un programme de 7 maisons. Et ça, c'est la première. Donc, j'ai trouvé le projet magnifique. Et eux n'avaient pas de marque pour soutenir ce projet. Donc, on s'est associés. Et là, on va essayer de lever ensemble 25 millions d'euros d'equity. On a déjà sécurisé les 35 millions d'euros de dette pour ensuite construire la maison. Et c'est une maison qui va sortir à 85-90 millions de dollars de valeur. Le point commun de ces villages de l'âge, c'est le luxe et l'expérience.
Ouais. C'est vraiment cette dimension française. Enfin, en fait, qu'est-ce qui va tirer le fil? Parce qu'après, c'est exactement les mêmes villages. À un moment où est le rare. Donc, c'est comment tu arrives à... La rareté, même si c'est le même, elle est dans l'offre elle-même, parce que je pourrais te retourner qu'un sac Hermès, où est le rare si tu trouves le même sac Hermès dans la boutique de Tokyo et dans celle de Sao Paulo. Mais c'est bien le même. Donc la rareté, elle est quand même dans l'offre, même si on fait le même village dans plusieurs endroits. Et là, c'est typiquement ces deux projets qui sont pas exactement les mêmes. Complètement différents. En fait, on a sur la partie immobilière, on envisage d'avoir 3 niveaux. Donc les résidences, et les plus chères, ça s'appellera les maisons Louis Delage. Donc celle-là, la première, c'est la maison Louis Delage by Stark. Donc s'il y a le terme Louis Delage, c'est qu'on est au summum. Là, on parle de maisons qui seront au-dessus de 50 millions. Donc celle-là, en l'occurrence, donc je te dis, elle sera entre 80 et 90 millions de dollars. Donc là, on est dans de l'exceptionnel. Ensuite, tu as un niveau intermédiaire qui seront des résidences qui peuvent être par exemple une tour. J'ai des offres aujourd'hui pour faire une tour Delage à Dubaï, comme Bugatti a fait une tour Bugatti, comme Mercedes a fait une tour Mercedes, comme Porsche a fait une tour Porsche. Donc j'ai des offres qui me sont données, mais je veux pas commencer par ça parce que je dois positionner d'abord sur le très très haut de gamme. Et après on ira sur les tours. Et puis le troisième niveau, c'est donc les villages. C'est d'avoir un groupe, ça dépendra du lieu et de l'opportunité, mais pour que ce soit un village, il faut qu'il y ait au moins 30-40 villas, et il faut pas non plus qu'il y en ait plus de 100, parce que sinon après ça devient moins rare et moins cher. Voilà. Donc c'est ça les projets immobiliers. Je vois très bien ce que peut être l'hyper-résidence, très bien ce que peut être l'hyper-véhicule, mais déjà dans l'hyper-véhicule et dans l'hyper-résidence, il y a de l'expérience. Ouais. Alors c'est quoi l'hyper-expérience comme tu la vois? Ça sera de proposer des choses uniques que personne ne te propose. Par exemple, là, je vais proposer, quand on va aller exposer la voiture client à Miami, j'ai conçu le Delage Hypercar Challenge, donc qui est l'idée de faire un peu ce que fait Ferrari avec le Challenge Ferrari, mais avec une hypercar. Personne ne l'a fait encore. Donc de faire un challenge où des clients pourront, sur 5 week-ends, faire la course les uns contre les autres, au volant d'une hypercar, et s'il l'accepte, parce que je lui ai fait la proposition, avec notre pilote officiel qui est Jacques Villeneuve, champion du monde de F1, ça a de la gueule, hein, si tu as un champion du monde de F1 qui te fait le coaching en plus. C'est pas tous les jours, et c'est pas pour tout le monde. Non, exactement. Avant de se quitter, je pense que j'aurai une dernière question, mais peut-être une information. Là, on a fait rêver beaucoup de gens. Sur Cash Out, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà vendu, qui ont un peu de patrimoine, d'autres qui vont peut-être bientôt vendre. Tu ouvres le capital. En fait, je l'ai déjà ouvert depuis 2021, le capital, puisque les 3 premières années, j'ai fait ça en fonds propres. En 2021, je l'ai ouvert pour la première fois à une valo, on va dire X. Avec ça, on a construit le prototype et on a eu la première commande. J'ai relevé en 2023, 2 ans après, une valo qui était 3 fois X. Avec ça, on a complété la voiture, les essais routiers, on a fabriqué la manufacture, on s'est doté de tous les outils industriels, etc. Et là, on en arrive à 2025, donc 4 ans après. Je refais une levée de fonds en 2 étapes. Un premier niveau qui est 3 millions, qui est une petite levée, pour laquelle j'ai réservé 2,5 millions à mes actionnaires historiques, qui a été souscrite immédiatement, et 500 000 à des petits tickets. Donc je vais y venir. Et je vais essayer de lever entre 7 et 13 millions sur la grosse levée dans la foulée. Tu situes quand ? Je pense que la petite ticket, je vais la finir fin décembre ou début janvier, et après on va passer au gros ticket, pour lequel j'ai déjà des fonds d'investissement qui commencent à nous faire des propositions, etc. Bon, alors pourquoi j'ai voulu faire une petite ticket ? D'abord parce que j'ai confié à la banque Natixis le mandat pour aller me chercher les gros tickets, et ils m'ont dit, votre dernière valo, c'était il y a 2 ans, aujourd'hui vous nous demandez d'être à X, qui est 6 fois la valo d'il y a 4 ans, il faudrait le documenter, il faudrait montrer qu'il y a déjà des gens qui souscrivent à ce niveau. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes 2,5 millions pour mes actionnaires à cette valo, et que j'ai fait la petite levée, petit ticket, pour donner l'occasion à des gens qui sont passionnés par ce projet ou qui ont envie d'y être, de pouvoir y être sans avoir les moyens d'un Niel ou d'un Pinot, enfin les autres actionnaires que j'ai, que je suis très content d'avoir, mais pour qui c'est un projet parmi un empire. Donc ils s'y intéressent pas tellement, ils proposent pas grand-chose, et je peux pas leur en vouloir. Je suis très content qu'ils soient à mon capital, mais je trouve que de faire revivre une marque aussi sublime que Delage, ça mérite de fédérer des gens, tu vois.
Et donc, je l'ai commencé et elle cartonne tellement que j'ai pas envie de la fermer. Surtout qu'elle me fait rentrer des profils très intéressants. Donc, je l'avais faite pour 500 000, mais on a en fait dépassé le million déjà. Et donc, je la laisse ouverte, je continue. Beaucoup de gens qui me contactent sur LinkedIn pour ça, donc je les oriente. Quand c'est des gros tickets, je traite avec eux en direct et ils peuvent devenir actionnaires de Gros Delage en ticket direct. à partir d'1 million? Non, pas du tout, c'est des petits tickets. Non, gros ticket. Gros tickets, 500, c'est 50 000. Ok. À partir de 50 000, tu peux être actionnaire de Delage en direct. En dessous de 50 000, tu as des gens qui ont mis des tickets à 2 000, à 5 000. Tu peux être actionnaire de Delage, mais dans une structure qui réunit tous les petits Oui, oui. actionnaires. Voilà. Ok. Et ça passe par une plateforme partenaire qui s'appelle Iomi et qui fait un super boulot. Donc, j'avais visé 500 000, j'en suis à plus d'1 million. Je la laisse ouverte et je pense que je vais la laisser ouverte jusqu'à décembre, janvier. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que je réunis des gens qui sont passionnés par le projet, ça fait plaisir, et des profils hyper intéressants. Par exemple, je crois qu'il a mis 60 000 de tickets, je me rappelle plus, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. L'ancien directeur général de Valeo, qui a pris sa retraite, et il m'a dit, le jour où vous en serez à faire 30-40 voitures par an, vous aurez des vrais process industriels, c'est ma spécialité. Je serais ravi de venir vous aider. C'est pas mal de se baquer comme ça. Exactement. J'ai une dernière question. On a parlé beaucoup de tes aventures. On les a évidemment pas toutes abordées ou seulement pointillées. Tu reviens bientôt? Ah si tu veux, c'est un grand plaisir. Eh ben, c'était officiellement le cash out de Laurent Tapie. On se quitte avec la musique sur laquelle tu as fait la fiesta de ce deal. Eros Ramazzotti. Un angelo disteso al sole. Disteso al Excuse-moi, sole. je suis pas italien. Baciame la mano, c'est le seul mot que je... Ça, c'est une chanson que j'ai choisie parce que, comme je te dis, j'ai fait la fête avec ma femme et que cette chanson me fait penser à ma femme. Les paroles sont parfaitement collées à ma femme. C'est une déclaration. Exact. Donc, un angelo Disteso al sole. Ça veut dire détendu au soleil. de Miami. Oui, de Miami. Non chiedi libertà, lo sai non sono io. Tu peux traduire en décalé un peu? Ouais. Catenarti qua, À t'attacher ici, il sentimento va, le sentiment va, già libero da sé. déjà libre en lui-même. Tu quanto amore dai, Combien d'amour donnes-tu? in cambio niente vuoi. Et tu ne demandes rien en retour. Nell'attimo in cui sei, Dans l'instant où tu te trouves, pezzo e fedeltà, pureté et fidélité, negli occhi miei. devant mes yeux. Ma tu chi sei? Mais qui es-tu? Ci credi che non lo so dire? Peux-tu croire que je ne saurais pas le dire? Un angelo disteso al sole, Un ange détendu au soleil, qui est descendu ici, vérité nue, e fa l'amore anche l'anima. et dont même l'âme fait l'amour. Chi sei? Mais qui es-tu? Il cielo ti ha lasciato andare. Le ciel t'a laissé partir, Un angelo disteso, un ange détendu au soleil, natura che la nature qui si manifesta in te. se manifeste en toi Tutto quello che tu sfiori, et en tout ce que tu touches. mi vuoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu me veux? Non devi fare niente che non vuoi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit qui te déplaise. Il cuore non ci sta, Le cœur n'est pas una scatola, dans une boîte, meno no. ni même en nous. Ma tu chi sei? Mais qui es-tu? Ci credi che non lo so? Tu peux le croire que je ne sais pas le dire. Un angelo Un ange détendu au soleil, che è caduto qua, qui est tombé ici, nuda vérité nue, e fa l'amore anche. et dont même l'âme fait l'amour. Ma tu chi sei? Ça, c'est de la déclaration. Ouais. Le ciel t'a laissé t'échapper. Un ange détendu au soleil. Si manifesta in te, in tutto quello che tu sopravvivi. Allez, Sacha! Bada. Quel artiste Eros Ramazzotti, hein, fabuleux. Ah, mais je trouve que ça, c'est encore plus puissant quand t'as la vraie trad. Bah ouais, Parce que sinon, c'est... bien sûr. Los che non lo so dire. Un angelo disteso al sole che è caduto qua
Nuda verità e fa l'amore anche l'anima, ma tu chi sei? Laurent, tu es un homme aux Ci multiples credo talents. che non lo sa dire. C'est un super épisode. C'était gentil. Merci beaucoup. Angelo disteso al sole. D'ailleurs, j'ai pas donné les dates de ton prochain Bercy. Figure-toi que je rêve un jour, c'est l'Olympia. pas une blague, hein, un jour je rêve de faire un best-of Elton John. Parce que j'adore Elton John, c'est mon artiste préféré, qu'il n'est pas éternel. Je vais dire, il est pas mort. Non, il n'est pas mort, mais il n'est pas éternel, il commence à être très vieux. Et donc peut-être qu'un jour, mais bien plus tard, je ferai, pour ceux qui auront envie de m'écouter, je ferai un concert du best-of d'Elton John. Parce que c'est ce que je fais chez moi en privé. Donc peut-être qu'un jour je le ferai. C'est un truc qui serait une vraie expérience. Oui, que j'ai jamais goûté encore. C'est de faire le Bercy, mais c'est de faire venir Elton John. Ah ouais, mais ça, j'arriverai pas, ça. Oh, attends. Non. Le mec, il a des ambitions comme ça. Ouais, mais là, Elton, il a pas besoin de moi. Hein. Ah, qui sait, en parlant la bonne langue, sur le bon salon, au bon Peut-être endroit. si je lui offre une dès l'âge des 12. Ça fait cher l'expérience, mais c'est un moment. Un concert chez Elton John autour de sa piscine. Ouais, ça serait pas mal. Comme le concert qu'il a fait pendant le Covid. Ouais, exactement. Bon, bah écoute, je pense que le rendez-vous est pris. Hein. Bah, pas vraiment, en l'occurrence. Hein. Je sais pas quand, mais c'est un rêve d'avenir. On s'incruste, que ce soit à Bercy avec ou sans Elton John. On aura plaisir de fêter les prochaines victoires avec toi. Bravo et merci. Merci à toi. Merci Laurent. Et merci à vous toutes et tous. Laurent se demandait qui nous suivait pendant 2h30 jusqu'au bout. Et ben vous êtes là. Alors merci.